constaté certainement avec la retransmission en direct par Canal 2 International du dernier marathon qui reste encore à la ville de Douala et même au Cameroun tout entier, avec cette victoire que vous avez suivie en direct grâce au déploiement de nos équipes sur le terrain du côté de Douala. Canal Presse, aujourd'hui votre émission dominicale va donc connaître un léger bouleversement et nous y sommes déjà. Aujourd'hui on parlera essentiellement du sommet de la venue au Cameroun de ce du ministre européen des Affaires étrangères qui était dans nos murs cette semaine. On évoquera également la situation dans le port autonome de Douala avec Bolloré qui rebondit après la suspension. Pour le faire, nous avons les journalistes, des hommes politiques sur ce plateau et même des universitaires qui vont nous permettre de mieux décrypter cette actualité. On commence par Jean-François Chanon qui nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau. Jean-François Chanon, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, et je salue de manière républicaine tous vos téléspectateurs. Je pense à ceux qui sont dans les hôpitaux, mon frère Soulé. Je pense aussi à ceux qui sont dans les prisons, mon frère Joël Boutou, que je n'ai pas vu depuis, et à qui je rendrai bientôt visite. Mais je pense aussi à ceux qui sont dans les villages, partout dans les campagnes, qui souffrent peut-être dans leur corps et leur âme, mais qui ont espérance à un Cameroun meilleur et un Cameroun pour tous, où il règne la paix et le vivre ensemble. Alors vous pensez à Soulé, nous avons également une mémoire pour lui. Soulé, que certainement les téléspectateurs de Canal 2 International à travers cette émission, ce programme, Canal Presse, donc connaît quelques soucis de santé à l'hôpital central de Yaoundé. Je crois sa jambe a été amputée, à en croire. Oui, je l'ai effectivement. Je voudrais transmettre aussi le salut de Soulé, qui n'est pourtant pas touché moralement. Il est très fort dans ce moment d'épreuve, qui salue tous les téléspectateurs quand je lui ai dit que je venais à ce rendez-vous. Donc effectivement, il a eu une jambe amputée. Et désormais, il devra continuer à vivre ainsi, et c'est notre espérance de tous les jours. Il me dit qu'il est fort moralement. C'est difficile, évidemment, quand vous perdez un membre, mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut garder le sourire et espérer à chaque état de vie, comme moi je suis croyant, à chaque état de vie, Dieu donne sa grâce. Merci à Soulé, beaucoup de courage. C'est notre ami qui nous a habitués sur ce plateau avec sa tchankaf. Il en a tellement. Je suis sûr que même sa jambe amputée, il nous retrouvera sur ce plateau pour essayer encore de décrypter l'actualité politique. On reste avec vous pour évoquer la session parlementaire annoncée pour le mois de novembre. Une session qui est consacrée généralement au budget, mais éventuellement on pourrait peut-être attendre des résolutions qui pourront être appliquées par rapport aux attentes du grand dialogue national. Oui, naturellement. Je n'ai pas eu le temps de consulter les hommes politiques, notamment ceux du pouvoir RDPC ou ceux de l'opposition, mais je me dis ceux du pouvoir. Peut-être que quelques députés amis de RDPC auraient pu me faire une confidence pour savoir si sera inscrit à l'ordre du jour, notamment la modification de la Constitution, ou si peut-être après le vote du bureau, parce que c'est quand même prenant de faire le vote du bureau, parce que j'ai couvert l'Assemblée plusieurs fois, c'est parfois du travail non-stop pendant toute la session, c'est-à-dire les ministres passent, il faut arrêter le budget, il faut absolument respecter les termes de la loi, et parfois on n'a pas le temps de se distraire. Et que les ministres passent, les membres du gouvernement passent pour défendre les enveloppes qui ont été arrêtées pour le fonctionnement et pour l'investissement de leur ministère. Va-t-on peut-être juste après aller vers une session extraordinaire qui peut-être comporterait cela, mais il est possible aussi, puisque pendant cette session, la tradition a voulu, ceux qui couvrent l'Assemblée, notamment comme moi autrefois, on voyait très bien que pendant la session budgétaire,
le président de la République pouvait envoyer, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, au président de l'Assemblée nationale, un avant-projet de loi. Parce que quand il part de la présidence pour arriver sur le président de l'Assemblée, il est avant-projet de loi. Et après, quand il est adopté, présenté à la conférence des présidents, qu'il devient projet de loi. Donc, on l'étudie, etc. C'est le souhait de tout le monde parce que personne ne peut accepter ce qui continue de se passer, n'est-ce pas, dans le Nord-Ouest vous allez peut-être en parler autrement tout à l'heure. Je crois il faut montrer un signe, l'avenir que enfin l'Assemblée nationale puisse accepter de parler de la crise anglophone, sortie du grand dialogue national. Et ça pourrait être justement non plus pour du bavardage entre différents membres députés de la nation, mais, excusez-moi, j'aime bien les députés, je dis pas qu'ils bavardent, c'est-à-dire pour parler tout simplement, mais pour discuter d'une loi. Parce qu'il y a, premièrement, ce qui est sorti, une des résolutions fortes, c'était un statut spécial pour les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il faut en parler, il faut acter ça. Si on sort de cette session parlementaire sans avoir parlé au moins de ce statut spécial, vous imaginez ce que ça peut donner un tout petit peu comme signal fort. Et je pense que l'opinion publique regarde maintenant la représentation nationale, c'est-à-dire le Parlement. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que les députés eux-mêmes, si l'exécutif ne prend pas l'initiative ici, est-ce que les députés eux-mêmes, qu'on soit tout parti politique compris, devraient un sursaut eux-mêmes se dire que nous, si l'exécutif ne le fait pas, pour que la paix revienne un peu, que nous, on peut, en tant qu'élus de la nation, initier des choses, même si l'exécutif va peut-être nous réprimer. Je crois que c'est utile et beaucoup de gens attendent voir ce que l'Assemblée... Je ne voudrais pas qu'on vive ce qu'on a vécu ailleurs. Hein. On a vécu au Burkina Faso quelque chose d'assez dramatique, là où les gens voulaient absolument modifier la Constitution et le peuple est allé envahir l'Assemblée nationale pour dire, mais attention, on vous a pas demandé de faire cela. Il est possible aussi que, si les députés font silence, l'exécutif fait silence, est-ce qu'on peut assister à une telle scène au Cameroun où les gens peut-être viendraient envahir l'Assemblée nationale et dire que, mais attention, mes messieurs, nous on veut la paix au Cameroun et vous discutez de tout, mais vous ne discutez pas de ce qui s'est passé au grand dialogue national. Merci Jean-François Chamon, deuxième invité sur ce plateau, Sa Majesté Célestin Biziki. Bonjour, bienvenue, président. Bonjour, Bouba, et j'en profite également pour présenter mes vœux de bon dimanche à tous les téléspectateurs. On évoque avec vous le sommet Russie-Afrique, une trentaine de chefs d'État ont pris part à ce sommet. Le président camerounais, son Excellence Paul Biya, était attendu à ce sommet à la dernière minute. Il n'y est pas allé. Oui, je dois dire que, autant que beaucoup de mes compatriotes, j'étais un peu surpris et pourquoi pas déçu que le président du Cameroun n'ait pas été présent à ces assises. Parce que l'URSS, la Chine et les États-Unis sont les trois grandes puissances de l'heure. Chacune d'entre elles organise ses grands-messes qui peuvent ou parfois qui donnent lieu à des connexions pouvant ensuite être utiles au pays. Alors que après une annonce officielle par le cabinet civil du déplacement du chef de l'État, il y a eu cette forme de rétropédalage, m'a surpris. Je pense pas être le seul à avoir été surpris, d'autant plus que sur la balance, il y avait ces déplacements qui a été effectués par le chef de l'État à Lyon. Alors, peut-être que le chef de l'État a des raisons particulières pour que mettant sur la balance, ce soit Lyon qui ait pesé plus, mais en tant que citoyen du Cameroun et également citoyen du monde, j'aurais bien aimé et j'aurais bien été fier de voir mon président à côté de Poutine, en même temps que le président de l'Égypte, qui était le co-modérateur de ces assises. Et je suis d'ailleurs sûr que le président se serait retrouvé à la gauche de Poutine, parce qu'il a un statut particulier. Il est le gouverneur des chefs d'État africains. Et maintenant, on a envoyé, je pourrais dire, des seconds couteaux. On espère qu'ils rapporteront des choses, mais disons, la tonalité politique, le contenu politique qu'aurait eu le déplacement du chef d'État, me semble-t-il, aurait été plus bénéfique que l'envoi des ministres et plus bénéfique encore que le voyage de Lyon.
Merci, Monsieur le Président du PAL. S'il vous plaît. Ok, merci d'avoir accepté. Parti Alliance libérale, parti des modérés. Ok, merci bien d'avoir accepté notre invitation. Arnaud Manga, bonjour, bienvenue. Merci à vous, Monsieur Boubangomna. Bonjour à tous les téléspectateurs, particulièrement à tous les amoureux du changement, notamment du mouvement pour la naissance du Cameroun, de ses leaders, le président élu Maurice Kamto, de tous ces militants convaincus qui travaillent permanemment sur le terrain. Je réitère par cette même occasion le soutien et nous dénonçons le fait que nous avons encore une quarantaine de prisonniers politiques dans les différentes prisons centrales de Nkondengui, en Fou, à Izeka, en Balmayo. Notamment le premier vice-président national du MSC, Mamadou Yakuba Mokta, et d'autres prisonniers marcheurs pacifiques qui ont été interpellés le 26 janvier. Par cette même occasion, permettez-moi de réitérer le propos du président national du MSC, appelant tous les commerçants qui nous suivent, tous les chômeurs, les menuisiers, les enseignants, les intellectuels. Le MSC vous ouvre les portes à devenir les futurs conseillers municipaux, les futurs maires, les futurs députés. Merci Armand. Le moment viendra où vous allez lancer cet appel à une émission spécialisée, parce que là, nous sommes à une émission dominicale Canal Presse pour revisiter l'actualité. Il me semble que l'actualité, c'est pas le municipal et législatif. Merci. Votre message est passé, mais je voulais vous relancer sur une autre actualité cette semaine, avec l'assassinat, on va dire, d'un officier de police du côté du nord-ouest. Malgré la tenue du grand dialogue, on assiste toujours à des tueries. Il existe des moments où il faut véritablement s'arrêter pour se poser la question: qu'avons-nous fait pour mériter cette souffrance? Nous, le Cameroun est plongé dans l'industrie du mal. Le régime illégitime a plongé les Camerounais dans une souffrance inouïe et dans l'industrie du mal. Lorsque vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud, ça chauffe. Lorsque vous voyez ce qui se passe dans notre pays, en Afghanistan, ça chauffe. Mais lorsque on décapite la gardienne de prison, Madame Ayafor, ça ne choque pas. Du moins, ça ne choque pas ceux qui sont du régime. Lorsqu'on décapite le policier qui a été décapité, ça fait quelques jours, ça ne choque pas. Je pense que lorsqu'on fait la politique, on fait la politique parce qu'on aime les gens. Si vous n'aimez pas les gens, vous n'allez pas faire la politique. J'interpelle fondamentalement les populations qui nous écoutent. Restez mobilisés derrière le MSC à travers ses alliés. Parce que nous avons compris que tant qu'il n'y a pas de changement politique, pour qu'il y ait de nouveaux hommes politiques qui vont vous considérer, qui vont apaiser le cœur des Camerounais, j'interpelle là ces populations. Restez mobilisés. Et nous condamnons fermement le fait que le Cameroun soit pris en otage par deux types d'extrémistes. Il y a des extrémistes qui enveniment la situation sur le terrain et il y a des extrémistes gouvernementaux. Nous, le petit peuple, nous sommes au milieu de ces extrémistes. Les tueries s'intensifient, les villages sont brûlés, les populations se déplacent. On nous parle du grand dialogue national, j'allais dire du grand théâtre gouvernemental qui a abouti à ce que, qui a amplifié plutôt la situation, qui a énervé les populations anglophones. On peut faire un dialogue où les acteurs, les leaders sécessionnistes sont encore en prison. Monsieur Sisikou Ayoub Tabé, on fait un dialogue où ceux qui sont légitimes et qui travaillent pour améliorer la situation, comme la Fondation Ayapol, ne participent pas à ces dialogues. Des acteurs comme le MS et le président Kamto ne participent pas à ces dialogues. Et on veut que, et on affirme que on milite pour résoudre la crise anglophone. Merci à
Arnaud Manga, pour votre première prise de parole, je précise qu'il y aura des espaces réservés pendant la campagne électorale où vous allez surabondamment vous expliquer, vous exprimer sur ces questions. Après le MRC, je peux vous représenter bien sûr le MRC, nous accueillons le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le professeur Edmond Bilois. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 et le Canal Presse. Tout à l'heure, vous écoutiez religieusement ce que disait Arnaud. Est-ce que il exagère dans ce qu'il dit ou alors vous allez dans le même sens? Avant de répondre directement au plénipotentiaire du MRC, j'ai une pensée pour le journaliste Soule Onoyolo, avec qui j'ai partagé ce plateau il y a quelques mois. Je lui souhaite un prompt rétablissement. C'est un frère du Mbam. Et je suis peiné d'apprendre qu'il est malade, très malade. J'ai aussi une pensée pour le maire de Boya. Je suivais, quand je venais ici, sur une chaîne concurrente, qu'il est passé de Via Trépa à Douala. Patrick Keman n'est plus. Dont le RDPC est endeuillé. Je pense que chaque fois qu'un Camerounais est en difficulté, c'est tout le peuple camerounais qui devrait être touché. Par conséquent, pour répondre à Arnaud Manga, le décès dans des circonstances dramatiques de Florence Ayafor a choqué tous les Camerounais. Il n'y a pas un seul Camerounais qui pourrait se réjouir de ce qui est arrivé à cette compatriote, Madame Florence Ayafor. Donc je voudrais lui dire que, quelles que soient nos inclinations idéologiques, quelles que soient nos tendances partisanes, quand les Camerounais sont affectés, nous devons être de tout cœur avec eux. Votre président national n'a pas réagi. Le président national du RDPC n'a pas réagi. Mais il est prompt à communiquer lorsqu'il y a des incidents à l'étranger, notamment en France ou au Brésil. Il n'a pas réagi. C'est des faits. Le président de la République est représenté par beaucoup de gens. Pas beaucoup de gens. Quand le préfet réagit, quand le sous-préfet réagit, quand le gouverneur réagit, quand le ministre de l'administration territoriale réagit, quand le ministre de la communication réagit, c'est le président de la République qui réagit. Il réagit. Ce sont les démembrements de l'administration et du gouvernement. Lorsque c'est en France, il réagit et c'est normal. Lorsque c'est au Cameroun, il est représenté. C'est bien. D'accord. Ok. Merci pour ces précisions. Mais je voulais vous relancer, si vous le permettez, quand même, avec cette actualité qui tient en haleine le mouvement sportif camerounais depuis un certain temps. La bataille entre la Ligue de football professionnel du Cameroun, à travers le général Pierre Semengue, et la Fédération camerounaise de football, son président Seydou Bombo Njoya, et le général Pierre Semengue crie au coup d'État et finalement, la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique et sportif du Cameroun a débouté le général sur cette affaire et le général compte aller au niveau du TAS. Comment vous voyez cette affaire qui commence déjà à agacer le mouvement sportif, notamment le football? Je dois dire que tous ceux qui aiment le sport au Cameroun sont fatigués de cette guerre entre l'Africafoot et ses démembrements. La dernière fois que nous étions ici sur le plateau de Canal Presse, on a parlé encore de l'Africafoot et des problèmes internes à l'administration, au fonctionnement et à la structuration de l'Africafoot. Maintenant, c'est cette guerre entre la Ligue professionnelle de football camerounais et l'Africafoot. Est-ce qu'on ne peut pas travailler dans la sérénité? Pourquoi est-ce que l'Africafoot ne peut pas attendre la fin du mandat du général Semengue pour désigner le prochain président de la Ligue professionnelle ou pour désigner alors, en ce moment-là, le général Semengue comme président de l'honneur de l'Africafoot? Je pense que la majorité des Camerounais, ce sont des amoureux du football. Le football, ça se joue dans les stades. Et les administratifs de football, que sont l'Africafoot et la Ligue professionnelle, peuvent nous épargner cette guerre. Donc les Camerounais sont fatigués de tous ces problèmes. On souhaiterait que le football se joue dans les stades, que le football soit aussi bien structuré qu'avant.
le Cameroun mérite mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. En attendant, c'est le chaos général dans le mouvement du football particulièrement. Cette semaine, c'est au tour du président de la Ligue de football des jeunes d'être nommé par le comité exécutif de la FECAFOOT. Gilbert Kadi a été porté à la tête du comité de la présidence de la Ligue de football des jeunes. Son secrétaire général, c'est Karam Michel. En attendant, pas de championnat de football jeune sur l'ensemble du territoire national. On parle toujours sport pour accueillir d'abord François Bikoro. François, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à l'ensemble de vos téléspectateurs. Je profite de la guerre épistolaire entre les responsables des partis politiques de notre pays pour me rendre à l'évidence qu'il y a quelque chose qui marche encore dans ce pays. Parce que tout à l'heure, nous avons tous voulu et aimé que notre confrère Soulé Onoyolo se retrouve avec nous ici. Et quand je vois le parcours qu'il a fait pour qu'il soit encore vivant aujourd'hui, faut tirer un coup de chapeau aux médecins, aux infirmières et à tout le personnel médical du Cameroun, qui malgré le fait qu'il suit ce que nous disons ici, peignant le Cameroun essentiellement en noir, on se rend à l'évidence qu'il y a quand même une goutte d'eau d'espoir. C'est cette même goutte d'eau d'espoir que l'on peut percevoir, moi qui sors de Mémé, un des camps de réfugiés dû à la nébuleuse de Boko Haram, et je me suis rendu à l'évidence que les forces de défense et de sécurité de notre pays ne suivent pas beaucoup les débats de Canal Presse et autres, parce que s'ils les suivaient, je suis sûr qu'ils n'auraient pas donné cette photographie d'une corrélation filiale entre les populations et les forces de défense et de sécurité. C'est pour cela que les nouvelles difficiles, douloureuses, comme celle des décapitations, qu'elles soient des forces de défense et de sécurité, qu'elles soient des populations, doivent nous amener à beaucoup de retenue. Parce qu'il y a des gens qui mettent toute leur énergie pour rassurer les Camerounais que notre Cameroun est possible, à condition simplement qu'on s'entende sur l'essentiel. Donc je me réjouis que nous, les travailleurs du social, ceux qui acceptent de le faire sans contrepartie, comme sous le Loyolo, avec passion, et puis retrouver au sein du corps médical des gens qui comprennent que ce Cameroun peut avancer sur tout le monde. François Bikoro, ancien journaliste qui a pris sa retraite. Journaliste en congé. Journaliste en congé. Activateur politique. Hein. Effectivement. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. Une nouvelle du sport, cette semaine, deux correspondances du ministre des Sports, Éducation physique, Mouele Kombi, à la Fédération camerounaise de football. L'une portant sur la cacophonie autour de l'équipementier des Lions indomptables du Cameroun, qui apparemment aurait signé, paraphé un contrat avec la firme Coq Sportive continue toujours à arborer Puma, et l'autre sur la situation des primes au sein de nos sélections nationales. Alors, que se passe-t-il entre le ministère et la Fédération camerounaise de football? Le vrai questionnement, c'est pas une question, c'est de savoir que se passe-t-il dans le milieu footballistique camerounais. On nous avait dit à un moment ici que ce qui dérangeait, c'était les relations difficiles entre la tutelle trop poignante de l'État, qui apporte beaucoup de moyens, les fédérations qui se disent autonomes lorsqu'il s'agit des moyens de la FIFA, mais on a cru percevoir à travers un ordonnancement réglementaire et légal qu'il y a une petite sérénité qui pointe à l'horizon. On nous a dit qu'il faut nettoyer, vous voyez tout à l'heure la difficulté du professeur Bilou de parler des relations humaines qui auraient dû être une photographie à la FECAFOOT entre le doyen, le général Pierre Semengue et les enfants qui sont à la Fédération camerounaise de football. Il y a des choses qui peuvent se régler sans qu'on ait besoin de faire beaucoup de bruit. On nous a annoncé, dans le cadre des premiers actes posés par le nouvel exécutif à la Fédération camerounaise de football, l'arrivée d'un équipementier qui ferait mieux que celui qui nous a créé tous les problèmes depuis Jean Lambert dans les fameux équipements qui se coupaient. On ne savait pas si c'était des dessous ou autres, mais on s'attendait donc logiquement, en dehors du fait qu'il habille les fédérations, les équipes nationales de football, on se serait attendu à tout le moyen, une certaine clarté, visibilité, lisibilité dans le fondement même contractuel de cette alliance. Donc au-delà de constater que le Coq sportif continue de côtoyer Puma, parce que moi aussi j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, des enfants qui jouent avec un short Puma, un coup c'est un t-shirt Coq sportif, on s'est demandé
qu'est-ce qui n'allait pas. Un autre coup, on nous a dit, je crois, dans un hôtel de la place, qu'on devait signer un contrat. Après, on dit que c'est le memorandum outstanding, des choses compliquées que le téléspectateur qui veut juste voir les enfants jouer avec un maillot. Vous savez, l'équipe des Lions Indomptables, toutes catégories confondues, c'est un peu le paragon de notre crédibilité à l'international. Il est de bon temps que même si on a des problèmes dans les autres secteurs d'activité, lorsqu'on doit sortir à l'international, lorsqu'on sait que c'est le pays de Roger Mila, le pays de Samuel Eto'o-Fils, le pays de François Bikourou et tous les autres, on doit quand même savoir raison garder. C'est gênant que des enfants se soient battus dans des conditions aussi difficiles pour atteindre le niveau de compétition où ils se trouvent, et qu'au moment d'entrer au stade, on se rend compte que les bas ne ressemblent pas au short, le short ne ressemble pas au t-shirt, ainsi de suite. Peut-être ça ne gêne pas ceux qui gèrent la Fédération camerounaise de football parce qu'ils croient que c'est un État dans un État. Ça ne gêne pas ceux qui discutaient de collaborer avec la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire le ministère en charge des questions de l'éducation sportive, qui parfois confond le ministère de mise en œuvre de la politique sportive avec le ministère de mise en œuvre du football. Ça, c'est un autre débat. Donc, s'il y a déjà eu 2 correspondances, je termine par là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes ici pour participer à l'œuvre d'éducation et de conscientisation des masses critiques populaires. Je ne veux pas en dire plus parce que ça va gêner nos enfants à qui on dit qu'il faut qu'on marche ensemble, il faut suivre ce que le maître a dit, il faut amplifier la chose, il faut donner de la crédibilité à votre famille en passant les examens, qu'ils viennent apprendre ici que des gens sains de corps et d'esprit attendent qu'il y ait 2, 3, 4 correspondances. On peut se poser la question, où va ce pays? Merci à vous. On vient d'avoir la confirmation ce matin du décès du maire Kéma de la mairie de Boya, donc de suite d'un arrêt cardiaque, une information qui nous parvient à l'instant, de source digne de foi, proche de la famille. Donc nous reviendrons beaucoup plus en profondeur sur ces informations pour vous édifier davantage sur le décès de la commune de Boya. On prend le reste de l'actualité à travers cette revue de presse feuilletée pour vous et par nous à travers avec Brand Camara. Bonjour. Le groupe Bolloré reprend la main sur la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Ainsi en a décidé le président de la République qui suspend la procédure d'adjudication selon le quotidien Le Jour. Tout est parti d'une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République adressée directement au directeur général du port de Douala cette semaine. Voilà qui fait dire aux messagers que Paul Biya sauve Bolloré des eaux troubles. Le ministre d'État SGPR, Ferdinand Gongo, a signé une correspondance ordonnant la suspension de la procédure de passation de concession au terminal à conteneurs de Douala. Le chef de l'État se met ici en face avec la justice de son pays et du coup, d'après Info Matin, le SGPN Gongo est pris au piège car il est au cœur d'une curieuse contradiction sur le même dossier. Il a lui-même signé la décision d'octroi du marché à l'entreprise TIL et quelque temps après, il se ravise en suspendant la procédure. D'aucuns y voient la mainmise de la France avec la présence de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian au Cameroun. Le chef de la diplomatie française a certes échangé avec les leaders politiques, mais le Popoli a vu une sorte de dénigrement avec les opposants se disputant le même siège. Et l'homme blanc de demander à l'un d'eux, je cite, « Tu es opposant toi, ton parti a combien d'élus ?» Fin de citation. Pour Cameroun Tribune, la priorité de la coopération France-Cameroun est accordée à l'économie et à la sécurité. Le Drian s'est dit satisfait de la construction du deuxième pont sous le Vouri et a promis une aide de 30 milliards de francs CFA pour la reconstruction et la stabilisation de la région de l'extrême nord. Ça va de mal en pis au nord-ouest et au sud-ouest. Après le GDN, il y a regain d'affrontements et de tueries avec un fonctionnaire de police décapité après la gardienne de prison. Mutation de conclure, Nozo la boucherie de l'après-dialogue. Intégration parle d'horreur et de terreur en zone anglophone, avec en toile de fond le retour des villes mortes et les attaques à armes blanches qui atteignent le pic, inspirées par une certaine diaspora. Les halogènes de la localité de Nkolda, près de Yaoundé, seront bientôt chassés pour avoir acquis légalement des parcelles de terrain. La lettre vient du tri hebdomadaire Le Soir qui constate qu'après San Medima,
un nouveau soulèvement tribal est en gestation. Contre la volonté du maire de Mfou, son premier adjoint et des complices sont déterminés à chasser les halogènes issus de d'autres régions du Cameroun. Un processus électoral transparent pourrait résoudre le problème, mais le quotidien Émergence se demande pourquoi le régime Biya a-t-il peur d'une révision du système électoral. Pour certains experts, il faut absolument revoir le code électoral et pour d'autres, l'opposition doit cesser d'être divisée. La faute ne revient pas du tout à Paul Biya, qui a toujours eu des réactions magnanimes et immédiates après les catastrophes naturelles. Telle est la pensée du quotidien L'Épervier, qui partant de l'exemple des inondations de Zina, Maga et Kaikai dans l'extrême nord avec une aide de 150 millions, dit que le chef de l'État ne tarde jamais à répondre aux souffrances infligées à son peuple par les catastrophes naturelles. L'ancien archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Victor Tonier Bakot, attend toujours un sauveur et le berger en poste, Monseigneur Jean Baga, est taxé de mauvais samaritain par la voix du centre. Pointé du doigt pour la gestion irrationnelle des ressources de l'archidiocèse et resté muet devant la situation critique de son prédécesseur, l'homme de Dieu essaye plutôt de se défendre. Il en est de même pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui tente de rassurer alors que la reprise des travaux de construction du stade Paul Biya de Yaoundé se fait timidement. Le quotidien Mutation revient sur les péripéties de la construction de ce complexe qui porte le nom du président de la République et dont l'achèvement des travaux semble très difficile. Bon dimanche et à dimanche. Voilà, merci à Brand Kamga. On va donc démarrer avec la première thématique qui va nous mener vers la coopération France-Cameroun, une coopération réchauffée. Je vais commencer par vous, Toudogo. Comment avez-vous accueilli la visite du ministre français Jean-Yves Le Drian au Cameroun cette semaine? Bon, je me suis posé beaucoup de questions. Notamment au premier plan sur la concordance de cette visite-là avec le sommet de Chouchi qu'on a évoqué à l'entrée de notre propos. Et ensuite, sur lorsque le ministre français est arrivé, la forme qu'il a donnée à ses rencontres avec les Camerounais. La première rencontre qu'il a eue, il a eu avec, je pourrais dire, les représentants de la classe politique camerounaise. Et là, j'ai été franchement choqué. Pourquoi on passe le temps à critiquer l'ingérence. On proclame la non-ingérence. Et là, on se retrouvait dans un cas vraiment flagrant d'ingérence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'un ministre français arrive et puis qu'il aille rendre visite à un leader politique, c'est une chose, mais qui convoque toute la classe politique et surtout que les gens y aillent en donnant l'impression que c'est une démarche saine. Non. Et il y a quand même un point important qu'il faut évoquer ici. Il y a la fierté nationale. Les relations que nous autres Camerounais, ou que les anciennes colonies de la France, ou les anciens pays colonisés, avons avec nos maîtres d'avant, est une relation compliquée. Et les générations qui viennent doivent être nourries par notre volonté de bien montrer que nous ne sommes pas inférieurs à eux. Or, des actes comme ceux-là, où on reçoit toute la classe politique, le maître arrive, vous êtes devant lui, c'est comme si c'est lui qui venait dicter ou organiser les choses dans nos cuisines. Il y a assurément là un déficit de, je pourrais dire, de fierté nationale. Et quand on parle d'un déficit de fierté nationale, notamment par rapport à un certain nombre de faits que l'on a observés ces derniers mois, on peut également interroger le nationalisme et le patriotisme qui anime certains de nos compatriotes ayant des casquettes politiques. Nous ne pouvons pas accepter cela. Les Camerounais ne peuvent pas accepter que continuent à se multiplier des attitudes ou des postures qui les placent en position d'infériorité ou de servitude vis-à-vis d'anciennes puissances coloniales. Vous savez, Étienne Laboissy a écrit en 1450 un opuscule resté très célèbre, la servitude volontaire. Et la servitude volontaire trouve là une de ses manifestations. Le Cameroun est un pays indépendant et souverain
Quelqu'un ne peut pas venir de l'étranger et parler à la classe politique, surtout à ceux-là qui prétendent qu'ils sont autonomes ou quoi que ce soit. Venir parler à la classe politique comme si un maître venait et faisait le cours à ses enfants. Ça ne doit pas se répéter et ce n'est pas décent. Je pense qu'on a allé au-delà des limites de la décence politique. On en viendra à cette rencontre qui a eu lieu dans un hôtel de la place avec les responsables du parti politique et le ministre en question. Mais je voulais, avec votre permission, François Bikoro, qu'on essaye un peu de revisiter l'historique de la coopération France-Cameroun depuis 60 ans. Est-ce que c'est une coopération gagnant-gagnant? Bouba Ngomna, les mots MOTS, lorsqu'on ne leur trouve pas un lien conique avec la compréhension de la population, ils deviennent les mots MAUX. Deux événements majeurs ont eu lieu sur le ciel de la coopération internationale. Il paraît qu'à Lyon, la communauté internationale a décidé de se retrouver pour tontiner, que les gens comprennent très bien, un peu d'argent pour que le paludisme, le sida et tout ça puisse être la tuberculose. Le Cameroun y a été représenté au plus haut niveau par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Et j'ai même eu l'impression qu'il en était la vedette la plus attendue, puisqu'on en a fait tout un ratam. Le président de la République a accordé une audience à son homologue, Monsieur le président de la République de France, Emmanuel Macron. Le deuxième grand événement de cette semaine, c'était la rencontre, comme l'a dit tout à l'heure Sa Majesté, de la toute-puissance de Russie et avec l'Afrique. Et ce qui passe en sibylline sans qu'on soit très attentif, et c'est là que je veux convoquer la responsabilité du corpus social camerounais, dont les journalistes aussi, c'est que deux acteurs se sont mis en branle. Le premier, c'est Mbela Mbela, le jeune ministre camerounais de la coopération qui a conduit une délégation en Russie. Le second, c'est Jean-Yves Le Drian, ministre français de la coopération qui a conduit une délégation au Cameroun. Et nous nous retrouvons pour faire un débat sur un collègue à le jeune Mbela Mbela. Alors que vous savez très bien qu'ils ont le même poste, ils ont fait la même chose. J'ai cru entendre, je n'ai pas vérifié, que la Sonara demande des centaines de milliards pour se remettre en scène. Et que la délégation du ministre camerounais de la coopération a pu arracher quelque chose en Russie dans le sens de régler les 300 milliards qui nous manquent pour combler la situation de la Sonara. J'ai même cru entendre que la délégation du ministre camerounais de la coopération, le jeune Mbela Mbela, a pu arracher quelques chars, je ne sais pas, comme je ne connais pas, qui peuvent régler les problèmes de Boko Haram qui enterrent les bombes à terre là dans le nord et tout ça là, des petites choses comme ça là. Et c'est là que je reviens à votre question. Au-delà de la tournée qu'a effectuée Jean-Yves Le Drian, qui à mon humble avis est une tournée normale, parce qu'un ministre de coopération, c'est pour chercher les moyens pour faire vivre le peuple français, il s'est arrêté à Douala, au pont, deuxième pont sur le Wouri. Ce que vous ne saviez pas, peut-être que vous n'avez pas fouillé parce que les historiens ne font pas bien leur travail dans ce pays, qu'ils m'en pardonnent, c'est qu'il y a le premier pont sur le Wouri et la photographie de la coopération économique entre la France colon et le Cameroun colonie. Il était question pour ce premier pont de transporter tout ce qui se fait dans l'ouest économique, nord-ouest et sud-ouest pour que ça aille au port de Douala. 60 ans après les indépendances. C'est la même France qui vient d'inaugurer le deuxième pont. Non, c'est une inauguration. Bon, je ne sais pas. Bon, disons, le ministre est venu voir le pont. Le pont est en place pour les mêmes objectifs, c'est-à-dire permettre à ce que la coopération économique entre la France, qui n'est plus colon, qui est devenu un État normal par rapport à notre compréhension de la coopération. Mais il y a un événement qui m'a paru bizarre, qui me permet de dire dans la revisitation qu'on doit faire le bilan. Ce qui paraît que ce pont, quand il pleut à Douala,
est de temps en temps inondé. Il paraît que ce pont a coûté un peu plus cher que ce que les Chinois voulaient faire. Et il paraît que ce pont a été conçu par l'expertise chinoise. Voilà comment la coopération à l'international se fait aujourd'hui. On n'a plus besoin d'avoir un seul partenaire. Le multipartenariat permet aujourd'hui, que l'on soit de France, que l'on soit du Cameroun, qu'on puisse faire ce qu'on appelle du commerce d'eau. Alors, professeur Edmond Bilois, est-ce que la venue de Yves Le Drian au Cameroun a eu un impact sur la non-participation du chef de l'État au sommet de Sochi en Russie? Je ne peux pas répondre directement à cette question. Ce que je sais, c'est que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, au sommet de Lyon, a rencontré le président de la République française, Emmanuel Macron. Au cours de cette rencontre, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France était là, aux côtés de son président. À la fin de l'entretien entre le président Paul Biya et le président Macron, le ministre Jean-Yves Le Drian s'est entretenu très brièvement debout avec le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Maintenant, est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de la venue du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française? C'est une possibilité. Si donc ils avaient déjà décidé que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France devait venir au Cameroun, ça veut dire que il est possible que à ce moment-là, des décisions ont été prises à l'effet de se faire représenter en Russie. Maintenant, j'ai lu dans les journaux publiés par vos confrères Bouba, que une visite officielle du président de la République du Cameroun, Paul Biya, en Russie est prévue. Je l'ai lu. Vous l'avez certainement lu aussi. Alors donc, s'il y a une visite officielle qui est prévue, on peut donc comprendre que on n'est pas jugé utile d'aller au sommet Russie-Afrique, puisque le président de la République du Cameroun, Paul Biya, allait rencontrer Vladimir Poutine au cours de la rencontre entre les deux chefs d'État. C'est comme ça que moi je comprends ça. Maintenant, ce qui est important, il y a toutes sortes de contacts entre les États. Il y a toutes sortes de contacts entre les États. Il y a des rencontres entre les chefs d'État, il y a des rencontres entre les chefs d'État et les ministres. Je pense que ce qui est important pour nous Camerounais, c'est d'imaginer que les intérêts du Cameroun sont toujours préservés et que ce qu'on recherche dans les contacts avec les pays étrangers, c'est le bien-être des populations camerounaises. Et j'imagine que dans nos relations bilatérales et multilatérales avec les pays étrangers, les pays amis ou les pays frères, ce qui est recherché, c'est le bien-être des Camerounais, c'est l'épanouissement du Cameroun. Donc nous devons faire confiance à notre gouvernement. Je réitère ce qu'a dit François Bikoro. Au cours de ce sommet Russie-Afrique, vos confrères des journaux ont annoncé que la deuxième grande compagnie pétrolière de la Russie va remettre à flot la Sonara. Et donc, si on arrivait à cette conclusion, ça veut dire que la présence de le jeune Belambela à ce sommet Russie-Afrique était une très bonne chose. Et je suis certain que ce n'est pas le seul résultat probable auquel on est parvenu. Il y a beaucoup de chantiers de coopération entre la Russie et le Cameroun. Et s'il est avéré que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, ira rencontrer Vladimir Poutine, d'autres chantiers de coopération vont être explorés. Vous avez compris que au Cameroun, il y a un seul président, c'est Paul Biya, et c'est lui qui nous représente aussi bien au Cameroun qu'à l'extérieur. On parlait de la visite de monsieur. Précision. On parlait de la visite de monsieur. C'est ça menacé. Je veux qu'on reste sur la visite, bien sûr, du Drian au Cameroun, qui a été reçu, Jean-François Chanon, cette semaine en audience
par le chef de l'État. Il a visité le pont sur le Vouri, promesse de financement pour la lutte contre Boko Haram, etc. Est-ce que cette visite pour vous était opportune? Écoutez, il faut revisiter l'état de la coopération entre la France et le Cameroun de ces 20 dernières années pour comprendre que, peut-être pas 20, oui, à peu près, pour comprendre que en réalité, ce genre de visite n'était plus très constant. C'est-à-dire de près d'un président français venant au Cameroun ou d'un ministre des Affaires étrangères. Parfois, c'était un secrétaire d'État spécifiquement chargé de la coopération. Donc, les enjeux sont peut-être devenus nouveaux, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Je voudrais dire une chose par rapport à ce que j'ai entendu sur ce plateau. Hannah Arendt, grand philosophe contemporain, qui a écrit sur la démocratie et la liberté, nous apprend que c'est une structuration, c'est-à-dire être libre, être souverain. C'est quelque chose d'assez mental. Donc, il faut avoir ces prédispositions à structurer mentalement qu'on est libre. Donc la liberté s'inscrit aussi dans une interaction, c'est-à-dire dans le sens d'un pays, notamment un pays. On n'est pas un vieux pays, on est un jeune pays en tant que membre des Nations Unies, membre de la Société des Nations avant, membre des Nations Unies un tout petit peu. Et vous savez comment, dans le contexte dans lequel les Nations Unies ont été créées, il y avait même avec notamment dans le Conseil de sécurité, les puissances qui ont été retenues pour ça. Il y avait là une Amérique ségrégationniste qui se battait un peu pour trouver son équilibre entre les Noirs et les Blancs. Il y avait une Russie qui n'était pas vraiment une Russie exemple de liberté, avec Staline, etc. Et puis il y avait une France aussi, avec De Gaulle, assez impérialisante et un peu imposante. Et c'est ce que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je suis désolé de le dire un peu comme ça au président Bézigui, pour se dire que aujourd'hui, certainement, on voit les choses autrement. C'est-à-dire que le Cameroun ne peut pas vivre en autarcie un tout petit peu, en ce sens qu'il faut s'ouvrir. Et on n'a pas dit le contraire. Oui, mais c'est ce que si vous me laissez parler un tout petit peu pour arriver à ça, pour dire que la visite, vous pouvez vous souvenir que dans cette 5e République française, il y a trois présidents qui sont passés ces derniers temps sans avoir véritablement visité le Cameroun. Ça ne s'était pas vu avant un tout petit peu. C'est-à-dire dans la République, 5e République française, De Gaulle est venu au Cameroun, Pompidou est venu au Cameroun, Valéry Giscard d'Estaing est venu au Cameroun, Mitterrand est venu au Cameroun, Chirac est venu au Cameroun. Mais à partir de Sarkozy, on a senti qu'est-ce qui s'est passé pour que Sarkozy ne vienne pas au Cameroun? Parce que c'est une tradition un tout petit peu de cette relation entre la France qui était quand même privée. Parce que, comme on disait, et le professeur Bilois est là, peut-être qu'il me démentirait, puisqu'il a presque été mon enseignant à l'université, donc j'aurais du mal à discuter de ce genre de thématique avec lui. C'est eux qui nous l'ont appris un tout petit peu. Et que le Cameroun faisait partie de ce qu'on appelait le précaré français. Un tout petit peu. Et on a senti qu'à partir de Sarkozy, est-ce la volonté de ce président et puis Macron Hollande est arrivé après, qui n'a même pas pu dormir au Cameroun et qui est passé. Est-ce le fait de bouder un président qui peut-être par sa longévité au pouvoir ne faisait plus l'unanimité, et on s'est interrogé encore un tout petit peu quand Macron est arrivé. Et la situation de trouble qu'il y a au Cameroun, évidemment, a apporté une réalité d'intervention de la France, qui est quand même un pays avec qui l'un des premiers partenaires du Cameroun. C'est-à-dire en termes économiques. C'est disait, il faut un apaisement, il y a des intérêts français au Cameroun, il faut. Et je ne vous dis. C'est la Chine. Bon, oui, mais oui, la Chine vient de. Comment?
Ça fait un peu pencher. Oui, oui, c'est-à-dire que quand les économies sont là, ils vous disent que parfois par rapport en termes d'investissement, on dit que c'est la Chine, mais sur le plan stratégique, les Français restent quand même parce que, et ça s'est prouvé. La venue, je termine par là, c'est important ce que je dis, ce préalable, ce préambule que je voulais dire, pour faire comprendre au président Béziki que nous ne sommes pas aussi indépendants que vous le dites. Parce que la monnaie qu'on utilise, vous savez très bien, et ça je ne vous l'apprendrai pas parce que vous êtes un brillant économiste, vous avez dirigé les sociétés, vous avez fait une école, une très bonne école de commerce en France, justement. Nous ne sommes pas aussi indépendants que cela. C'est-à-dire la monnaie même que nous utilisons, elle est agriffée à une autre monnaie qui elle-même avant a une source qui est celle de la France. Et donc il est utile. Maintenant, ce qui m'ennuie, et je sors par là, c'est un tout petit peu le contexte dans lequel un ministre des Affaires, de l'Europe et des Affaires vient au Cameroun. Parce qu'il y avait quand même, et nous on l'a dit aux messagers, on a le sentiment que les Français ont imposé au président Biya de rester pratiquement chez lui, parce qu'il y avait un ministre des Affaires étrangères qui devait venir traiter d'une affaire assez sérieuse. Ça peut choquer. Moi, j'ai quand même vu le président Biya sortir pratiquement très joyeux de l'audience de Lyon, hein, avec un sourire qu'on ne lui connaissait pas depuis un moment. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est donc passé entre le président Macron et le président Biya? L'autre l'a peut-être soutenu. On ne sait pas, mais en tout cas, on en saura davantage. Alors, Arnaud, le ministre français a rencontré le leader de l'opposition, et donc quand on parlait d'une organisation, d'un grand dialogue peace, c'était de ça qu'il s'agit. Bon, permettez-moi de rappeler historiquement que tous les Camerounais sont conscients de l'assise et de la pesanteur de la politique internationale française vis-à-vis du Cameroun. J'outrepasse les accords historiques, le rôle tutélaire de la France avec la SDN, Société des Nations, la copie du modèle organisationnel que l'État du Cameroun le mimétisme institutionnel que l'État du Cameroun a fait de la France, c'est-à-dire le même mode d'organisation. Vous avez par exemple l'ENAM qui s'appuyait sur l'ECA, précisément l'ECA qui s'appuyait sur l'ENA, alors qu'en France l'ENA s'est réformé. Par exemple, tous les magistrats ou tous les préfets en France ne proviennent pas de l'ENA, alors que le Cameroun a gardé l'ancien modèle des années 1960 où tous les préfets ou les magistrats sortent de l'ENAM. Donc, j'outrepasse également la même structuration administrative. Je veux dire par là que tous les Camerounais sont conscients de ces enjeux. Maintenant, la position que nous on a adoptée au sein du MSC, notamment par le président élu Maurice Kamto, nous estimons que lorsqu'on fait la politique, il faut être conscient des enjeux. Vous savez, notre adversaire principal ne suit pas beaucoup ou bien n'écoute pas beaucoup les revendications internes. Vous pouvez marcher pour qu'on modifie le code électoral, ça ne les intéresse pas. On vous bastonne, on vous emprisonne. Vous pouvez pérorer en longueur de journée sur Canal Presse, ça ne vous intéresse pas. Mais lorsqu'il y a une sortie dans un média occidental ou bien une puissance fait un communiqué, on sent une pression des administratifs du gouvernement à réagir. Donc nous sommes donc conscients de ces enjeux. Et je vais vous dire, il y a deux questions fondamentales qui nous intéressent, nous, au sein du MSC. La crise anglophone, la résolution de la crise anglophone et la modification du code électoral, conséquemment au hold-up électoral. Oui, c'est que vous êtes allé rencontrer Yves Le Drian. Effectivement, vous savez, vous ne pouvez pas décider si vous n'êtes pas présent. C'est la position du MSC. C'est pour cela que nous avons tout fait pour que la communauté internationale mette le régime dos au mur
à travers les pressions que nous mettons ici sur le plan national, pour que on ait un véritable dialogue national. Ce qui s'est passé là n'était pas un dialogue national, c'était un théâtre gouvernemental. Lorsque nous le disons, nous regrettons le fait que le leader du professeur Edmond Billois affirme lors de son passage à Lyon que je suis venu rendre compte du grand dialogue national. Nous nous questionnons comment un aîné, un papa, peut partir rendre compte du grand dialogue national quasiment à son petit-fils de 40 ans. Ce n'est pas compréhensible. C'est pour dire que nous, au sein du MSC, la position que nous adoptons, c'est de ne pas fuir les instances décisionnelles, de continuer à mettre la pression pour qu'on ait un véritable dialogue national avec tous les acteurs. Et les acteurs qui sont majoritairement concernés par cette crise ont des leaders qui sont en prison, qui sont connus. Il faut qu'ils soient libérés et que tous ceux qui peuvent contribuer à ce que nous puissions avoir la paix à Batibo, à Woum. Ils doivent être libérés et... Il y a quelque chose que je voulais dire. Pour faire comprendre, parce que j'ai eu l'impression que je n'ai pas fait comprendre dans la réponse, de la nécessité qu'il y a de pouvoir rencontrer un ministre des Affaires étrangères d'un pays comme la France, membre du Conseil de sécurité, qui est utile, juste pour ne plus revenir dessus, en disant ceci, que c'est utile aujourd'hui de faire comprendre à M. Le Drian, et tous les partis politiques auraient dû même solliciter, le rencontrer, pour lui dire cela. Parce que la crise anglophone, qui est là, il faut absolument la résoudre. Parce que si on ne la résout pas, et on fait une élection au Cameroun, dans la situation, un instant, dans la situation qui est la CD, on va consacrer définitivement la sécession. Et ensuite, s'il y a un code électoral qui n'est pas consensuel, ça va créer encore des bruits et notre pays ne connaîtra pas la paix. Et c'est bien de le dire aux amis du Cameroun qui sont au Cameroun. Merci. Bon, alors, non, justement, je pense que nous tenons des discours parallèles, hein, ils ne se croisent pas. En aucun cas, je n'ai critiqué la visite de au Cameroun. C'est-à-dire, c'est vraiment, si c'est ce que vous avez compris de mon propos, ce n'est pas exact. Au contraire, le Cameroun doit être un pays ouvert qui embrasse le maximum des partenaires. Non, président, vous vous redites, parce que vous avez clairement dit que vous permettez, il a fustigé l'attitude des hommes politiques qui sont allés rencontrer le il en est du droit comme en politique comme du droit, où la forme détermine l'intention. La forme que les choses prennent détermine l'intention. Que M. Le Drian vienne au Cameroun, il est reçu par le président de la République, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et je peux me dire vital. Qu'il veuille rencontrer les hommes politiques camerounais, pourquoi pas, il peut en choisir, soit il leur rend visite à leur siège ou toute autre chose, c'est tout à fait normal. Mais la forme, s'il vous plaît, la forme que la chose a prise, qu'il convoque, lui, tous les partis politiques et qu'ils les reçoivent, comme si, je ne sais pas, il venait faire la leçon. J'ai dit que cette forme-là, ne serait-ce que pour tenir compte de la sensibilité des Camerounais, qui sont réfractaires à toute forme de servilité, cette forme-là n'était pas appropriée. Et c'est plus grave encore, si, comme vous le dites, elle indique une certaine forme de servitude, parce que la France est membre... Mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, j'espère. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Que j'espère. J'ai pas dit que vous avez dit cela. Non, il a dit comme vous dites. J'aurais dit au président que je n'ai jamais. C'est important de le dire, parce que ceux qui nous regardent peuvent comprendre que j'ai dit qu'il y a une servitude du Cameroun, que le Cameroun doit structurer une servitude vis-à-vis de la France. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas dit. Et tout le monde qui nous suit le comprend. Je dis la forme qu'a pris la rencontre de M. Le Drian avec toute la classe politique camerounaise, en qui les peuples camerounais croient, et c'est qu'elle peut trouver une solution à ces problèmes, donne à celle-ci, à l'opinion publique, l'impression, ou renforce l'impression que la classe politique camerounaise, elle est servile par rapport à un pays comme l'ancienne puissance coloniale. Et que politiquement parlant,
de nos jours, cela ne doit plus prendre cette forme-là. Nous sommes un État souverain. Nous devons entretenir et nourrir une certaine forme de fierté nationale parce que c'est la perception que l'international qui va faire, qui fait la monnaie, vous permettez, qui crédibilise un pays. Ce n'est pas en ayant une attitude qui heurte une certaine stature qu'un pays devrait avoir. Alors, je suis surpris. François Bikoro, est-ce que cela signifie que les Camerounais eux-mêmes, que ce soit les leaders de l'opposition qui sont allés rencontrer Yves Le Drian, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas pu trouver une solution entre eux pour que ce soit qu'on en veuille aller chercher une intervention extérieure pour trouver les solutions au Cameroun? Je voudrais vous rappeler que dans la perception de la masse critique populaire camerounaise, l'insécurité dans la zone nord-ouest du sud-ouest a un lien avec la promotion d'une langue. Et cette langue, c'est l'anglais. Il faut faire attention quand vous faites un débat et que vous ne placez pas bien les mots. Le ministre français est venu ici pour les intérêts de la France, que nous avons le devoir de promouvoir pour rassurer tout autre investisseur. Je vous ai dit tantôt que l'image du pont, deuxième pont sur le Vouri, si les intellectuels jouaient bien leur rôle dans les amphis, ils devraient dire qu'un pays qui peut avoir dans un seul marché la Chine et la France, ça veut dire que ce pays recèle en lui quelque chose. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Si moi j'ai perçu la visite de Jean-Yves Le Drian comme un début d'humilité. Parce qu'on présente toujours nos partenaires comme étant des gens qui, dès que ta femme n'accouche pas, il va venir faire que le médecin parce que ta femme accouche. De ma posture de panafricaniste, je ne vois pas mal qu'un monsieur vienne au Cameroun pour nous dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ci. C'est pour cela que j'ai magnifié la rencontre avec toutes les forces vives de la nation camerounaise. Mais si on explique ce que j'ai entendu là, que c'était pour le code électoral, que c'était pour ceci... Non, personne ne l'a dit. On a dit, il faut lui dire que... C'est utile de lui dire en tant que ministre des Affaires étrangères d'un pays qui est au membre du Conseil de sécurité et que le Cameroun joue en ce moment son destin vis-à-vis de manque de paix, c'est important de dire à cet ami-là que aidez-nous à comprendre, à résoudre le problème de la crise anglophone. Okay, vous avez précisé votre pensée. Je vais permettre aussi à François d'aller au bout de sa logique parce que sinon on n'avance pas. On ne va pas avancer, François. D'abord en politique, pour vous qui êtes des politiques, ne prédisposez jamais de l'imbécilité de celui qui vous écoute. C'est pour cela qu'il faut avoir des termes terre à terre. Parce qu'il ne vous donnera pas l'occasion de venir réexpliquer. Le fait que vous m'interpellez chaque fois prouve que vous n'avez pas pu convaincre ceux qui nous écoutent. Je dis dans le cadre de la coopération, la règle aujourd'hui c'est le multisectoriel, c'est-à-dire qu'on doit aller partout. Par contre, ça passe toujours en perte et profit. Ça passe toujours en perte et profit. Le Cameroun est l'un des rares pays africains les plus sollicités. C'est nous-mêmes qui voulons ne pas le dire. Notamment le directeur général du FMI, je crois qu'elle n'est plus, je crois qu'elle est partie. Elle est partie. Est venue ici avec 2 ministres. Supplier les chefs d'État de dévaloriser le franc CFA. Mais moi je m'étonne toujours que, comme je l'ai dit tout à l'heure pour dominer la coopération, si vous dites que nous sommes souverains, nous sommes ceci, pourquoi vous n'avez pas fait des plateaux de télévision pour dire que Mbela a apporté la Soudara? Pour dire que Mbela a apporté Boko Haram. On parle de la visite de Le Drian. Je viens pour expliquer que chaque personne qui vient vers le Cameroun doit être considérée comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose pour le Cameroun. Mais on semble ne pas savoir que au 31 décembre de cette année, notre relation avec la France, de par les accords qui ont été signés à l'orée des indépendances, beaucoup de choses vont se passer d'ici décembre qui méritent que les Camerounais puissent rencontrer. J'espère que les acteurs politiques qui y sont allés ont pu dire qu'il faut revoir le type de coopération que nous devons avoir avec nos amis, que ce ne soit plus cette coopération où on a l'impression que quelqu'un vient de façon condescendante parler à des gens qui n'ont pas quoi que ce soit. Moi je pense qu'il faut magnifier le fait que
les Africains puissent se prendre en main et qu'ils puissent donner du tonus chaque fois qu'ils ont en face d'eux une coopération qui est une coopération saine et durable. Alors, professeur Edmond Billois, je repose la question autrement. Est-ce que la rencontre entre les leaders partis d'opposition et Yves Le Drian signifie que les Camerounais eux-mêmes demandent l'intervention de la communauté internationale pour venir résoudre leurs problèmes? Oui, mais vous avez entendu Arnaud Manga, vous avez entendu mon petit frère Jean-François Chanon. Les partis d'opposition passent leur temps à solliciter... Je suis de quel parti, grand frère? Non, je n'ai pas dit que vous étiez d'un parti. Ouais, mais vous avez dit le fait de me mêler à nos mandats. Vous avez dit en substance que la rencontre entre et les partis d'opposition n'était pas forcément mauvaise. Voilà. Donc, les Camerounais passent leur temps à demander aux amis étrangers de nous donner des conseils. C'est-à-dire de donner des conseils au Cameroun, de donner des conseils au président de la République du Cameroun, Paul Biya, de donner des conseils au gouvernement du Cameroun. Alors, les problèmes du Cameroun, le président de la République, Paul Biya, l'a dit dans plusieurs discours à la nation, les problèmes du Cameroun doivent se régler au Cameroun. Nous pouvons nous-mêmes régler nos problèmes. Maintenant, le plénipotentiaire du MRC a dit que le président Paul Biya est allé rendre compte à son petit-fils. Première chose. C'est lui-même, c'est ses propos. Le président de la République répondant à une question d'un journaliste de Vision 4 a dit « Le président Macron m'a demandé comment s'est passé le grand dialogue national. » Le président Macron m'a demandé comment s'est passé le grand dialogue national. Et je lui ai rendu compte de la façon dont se sont déroulés les travaux. Voilà. C'est ce qu'il a dit en substance. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose que de dire que il est parti de Yaoundé pour aller rendre compte au président Macron du déroulement du grand dialogue national. Quelle est la différence? Deuxième chose, Bouba. Dites au Camerounais quelle est la différence. N'infantilisons pas le président d'un grand pays comme la France. Emmanuel Macron est le président de la France. Il n'est pas le petit-fils du président de la République du Cameroun. Donc, le président de la République de la France pose amicalement au Cameroun, au président de la République du Cameroun, comment s'est passé le grand dialogue national. Il ne faut pas infantiliser le président de la République de la France. Bon, c'est pas le sujet. Maintenant, je dois dire que en fait, il y a quelque chose que les gens font régulièrement, c'est-à-dire les gens confondent tout. Dans les relations entre les États, il est permis que les États émettent des opinions sur ce qui se passe dans d'autres États. Donald Trump a critiqué la façon dont la France a traité les gilets jaunes. Et vous avez vu la réaction de la France. Emmanuel Macron lui a dit de régler ses problèmes aux États-Unis et de ne pas s'occuper des problèmes français. Maintenant, il ne faut pas penser que parce que la civilité veuille que entre pays amis, on se donne des conseils, il ne faut pas penser que ce sont les autres qui vont venir régler nos problèmes. Il ne faut pas penser que ce sont les autres qui vont venir gérer le Cameroun. Il ne faut pas penser que ce sont les autres qui vont nous dire il faut revoir le code électoral, il faut faire ceci, il faut faire cela. En matière de code électoral, si on veut revoir le code électoral, il repartira à l'Assemblée nationale. Le MRC a un député, SOP, les SOP, qu'il attende le code électoral à l'Assemblée nationale. C'est là-bas qu'on reverra le code électoral. Donc il faut respecter les institutions et le jeu des institutions. Alors, Jean-François Chanon, quand on regarde un peu le contexte dans lequel arrive Yves Le Drian, avec Boko Haram dans la partie nord, le Cameroun qui connaît quelques problèmes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et puis la situation à l'est du pays, quels peuvent être les enjeux d'une telle visite? Ça s'est décidé, je crois que tout le monde sait aujourd'hui. Je vois que vous avez inscrit à votre ordre du jour aussi un second sujet tout à l'heure. Il est quand même à noter que c'est pendant que la visite qu'il était encore au Cameroun. Et ça, on peut un peu se poser la question,
effectivement, s'il n'est pas venu uniquement pour ça. Tout le monde connaît ce qui s'est passé au port autonome de Douala. C'est-à-dire que la société du groupe... On en vient tout à l'heure. On sait quand même que le président, le ministre n'était pas encore parti du Cameroun. C'est-à-dire que, parce qu'on sait qu'un ministre des Affaires étrangères qui visite un pays cherche d'abord à connaître, à visiter et à consolider les intérêts de son pays. Et ce n'est pas pour rien que ce ministre, justement, comme l'a dit François Bikoro tout à l'heure, s'est rendu sur le deuxième pont de Douala pour savoir, voici une réalisation française au Cameroun. Je vais regarder effectivement cette réalisation française après avoir déjà été briefé avant d'arriver ici. Et parmi les problèmes qu'il y avait justement, il y a une entreprise française qui a eu quelques problèmes à tort ou à raison, injustes ou non justifiés au Cameroun, et c'était aussi un intérêt à le faire. Mais je pense que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Luc Le Drian, qui est en réalité, si on lit les considérations de la presse française, presque le numéro 2 du régime en France aujourd'hui, en ce sens que, ayant fait partie du premier qui a été ministre de la Défense avant, et qui est maintenant ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, a une aura quand même sur le plan international. Et on voit ses interventions lors des séances du Conseil de sécurité, lorsqu'il y est, c'est-à-dire quand il y a un problème, n'est-ce pas, qui détermine le monde aujourd'hui. Je ne voudrais pas entrer dans des querelles politiques, puisque je ne suis pas, et je le dis au professeur Billois, que je ne suis pas militant d'un parti politique, je suis journaliste. Je fais l'observation des faits. Et je peux bien me dire que il est utile, parce que dans nos journaux, on en parle. Pourquoi il y a la crise anglophone? Pourquoi elle perdure? Est-ce que le grand dialogue national convoqué par le chef d'État a résolu la question de la crise anglophone? Est-ce que c'est définitivement... On s'est dit que, il est peut-être, et ça je répondais à une préoccupation du président Bézigui, qui le disait, comment les partis politiques ont été convoqués? Justement, même si les partis politiques sont convoqués, laissons même l'expression convoquée, entre guillemets, il est utile de se dire que nous recherchons tous la paix, professeur Billois, au Cameroun. Nous recherchons tous la paix en zone du nord-ouest, en région du nord-ouest et en région du sud-ouest. N'est-il pas normal que si on est... Parce que d'abord le RDPC, votre parti, vous savez très bien, n'a jamais discuté de cette question à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale, au Parlement. À aucun moment, la question des problèmes, de la guerre, de la crise est devenue guerre. Ça a été discuté plusieurs fois. Non, jamais. J'ai dit jamais, n'a jamais ouvert inscrit à l'ordre du jour comme discussion des représentants. Attendez, laissez-moi. À l'ordre du jour, c'est une chose. Alors, n'a jamais été le député de l'Océan a parlé de ce problème à l'Assemblée nationale. La question n'a jamais été. On a parlé au Sénat. Ça dit si. Une question qui jamais parlé. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous savez très bien que vous faites de la mauvaise foi. Non, vous savez très bien que vous le faites. Vous faites de la mauvaise foi. Mais c'est comme on veut dire, et je réponds à la question de Bouba. Pour chuter maintenant, que les intérêts étaient multiples. Trouver un apaisement. Et nous sommes contents qu'il y ait un apaisement qui revient. Parce qu'un pays normal n'accepte pas que un président de la République emprisonne ses opposants. Et Le Drian l'avait dit avant de venir au Cameroun, il faut libérer Kamto. C'est utile de libérer Kamto. La question a certainement été abordée. Et le Drian sortant a dit oui, je suis content de l'apaisement, puisque c'était le souhait des Français. Alors, il y a une visite à l'enjeu. Au lendemain du départ de Le Drian, on peut dire qu'il y aura désormais un calme. Bon, je peux vous le dire, tant que les Camerounais n'auront pas un standing élevé de vie, il n'y aura pas accalmie. Tant que les Camerounais ne seront pas véritablement représentés par des dirigeants qui les aiment, il n'y aura pas accalmie. Mais c'est pas du jour au lendemain tout ça. Oui, c'est pour simplement dire que, et je reviens toujours sur mes propos, on fait la politique parce qu'on aime les gens. Si vous n'aimez pas les gens, vous n'allez pas faire de la politique. Et nous condamnons... Et la politique du ventre. Et la politique du ventre. Nous condamnons... Je pose la question, la politique du ventre, c'est pas une politique. On aime le ventre. Justement, la politique du ventre qui a été définie par, je crois, Jean-François Bayard, montre que il y a certains régimes politiques qui tropicalisent
la politique, c'est-à-dire que pour leurs propres intérêts. Pour leurs propres intérêts. Et c'est ce qu'on vit au Cameroun. Les intérêts de leur tribu. Et je suis outré du fait que on se satisfasse de la présence de la Chine ou de la présence de la France d'un point de vue économique. D'un point de vue économique. Et c'est la position du MSC. Nous disons aux Camerounais qui nous écoutent que aucun pont en France n'a été conçu par un Américain. Aucune route américaine n'a été conçue par un Français. Aucun port en Chine n'a été conçu par un Anglais. C'est les Chinois qui ont construit leur pays. C'est les Français qui ont construit leur pays. C'est pour dire que le MSC est en capacité de gouverner. Nous allons utiliser toute la ressource locale, l'ingénierie des Camerounais pour leur donner du travail. Tous ces jeunes qui sortent de... Vous prendrez les fonds où? Tous ces jeunes qui sortent de Polytechnique. Vous prendrez les fonds où? Je crois que le moment de la campagne le plénipotentiaire du RDPC... Vous allez construire les ponts sans fonds? Le plénipotentiaire du RDPC nous demande où on va prendre de l'argent. Je vous rappelle que le quotidien Émergence, ce n'est pas Anom Manga qui l'a dit, c'est le quotidien Émergence, a fait une publication où en recensant les détournements des deniers publics au niveau du tribunal criminel spécial depuis 10 ans, on l'a évalué à 6 000 milliards. 6 000 milliards auraient été détournés dans ces pays depuis 10 ans. Je cite le quotidien L'Émergence. Et ceux qui ont détourné sont de quel parti? Et ceux qui ont détourné... Écoutez, c'est pour dire que l'argent ne manque pas dans ces pays. L'argent ne manque pas dans ces pays. Lorsque vous n'avez pas d'argent... Ceux qui ont détourné, c'est de quel parti? S'il vous plaît. Monsieur Bouba, s'il vous plaît. Je suis outré du fait que lorsque le MSC dit qu'il y a des jeunes qui peuvent construire, des jeunes Camerounais qui peuvent construire des ports, des ponts, fabriquer des véhicules camerounais. On nous dit, la réponse que le RDPC me donne, c'est que où il n'y a pas de l'argent, vous allez prendre l'argent où vous MSC. Ok, d'accord. Le message est passé. Le message est passé. Tous ceux qui nous regardent savent que les bailleurs de fonds vous donnent de l'argent, ils vous imposent non politique parle ceux qui construisent le pont. D'accord. Pour ça, Edmond Billois. On va chuter maintenant. Vous le savez, non? L'argent, vous ne le savez pas? L'argent existe dans ce pays. L'expertise existe dans ce pays. Il suffit juste qu'il y ait de nouveaux dirigeants comme le professeur Kamto qui ont de la volonté politique. Ok, merci. Attendez qu'il soit élu président de la République. François, pour l'instant, on n'en est pas encore par là. Que doit-on ou que peut-on retenir de la visite de Yves Le Drian? On doit retenir que les acteurs politiques camerounais sont dans l'imposture et l'hypocrisie cognitive. Monsieur Le Drian, comme François Hollande en son temps, est venu jeter un pavé à la mare pour nous amener à discuter des choses inutiles, alors que les accords de coopération sont en train de discuter et ne permettent pas de savoir quels seront nos lendemains demain. Le problème de notre coopération avec la France, ce n'est pas d'aller donner tant de milliards là où les forces de défense et de sécurité ont fini de faire le travail au Grand Nord. Mais nous prenons cet argent, c'est bon. Ce n'est pas d'aller sur un pont pour reconstruire. Oui, mais en attendant, c'est les forces de défense et de sécurité du Cameroun qui ont fait que ça vienne pour qu'on vienne construire. Il faut aussi le magnétiser. Ce n'est pas le fait d'aller dans un deuxième pont à Douala, où au départ on veut décongestionner, on colle deux ponts, et à la fin on retrouve la même petite route, et on n'a pas réglé le problème. Je suis d'accord avec Arnaud Manga sur la dernière phrase qu'il a dite, il y a l'expertise. Convoquons dans notre coopération avec la France. Pourquoi l'expertise camerounaise n'est pas toujours prise en compte? Est-ce que vous voulez vraiment m'expliquer qu'on a enterré 157 milliards sur un endroit où sur 1,2 km, les 4 camions qui sont venus, qui croyaient qu'on va régler le problème de la congestion, se retrouvent au même petit carrefour d'en face, on n'aura pas réglé le problème. Le vrai enjeu de... Le gouvernement n'a pas vu ça. Notre gouvernement n'a pas vu ça. Je crois que vous allez me rassurer que Shannon joue quel rôle sur ce plateau. Voilà. Il est le modérateur. Moi, je suis activateur politique. J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres d'aider ceux qui construisent on est dans l'interactivité du Coro. Ceux qui construisent le futur de notre pays ont besoin que le professeur d'université dise exactement ce qu'il y a en dessous de ce qui va se passer en décembre. Que les acteurs politiques, ceux qui sont au pouvoir, parce qu'on oublie que le secrétaire du comité central du RDPC était dans la même mouvance. Parce que mon fils, il faut pas avoir peur, même ton grand-père
secrétaire du comité central de l'EDPC, était dans la même mouvance que ton patron, donc il n'y a pas de raison de s'en offusquer. On dit que vous tous, vous avez échoué d'aller faire allégeance à quelqu'un qui n'est venu que pour les accords de coopération et a jeté, on en parlera tout à l'heure, un pavé dans la mare. Et je termine par là. François Hollande était en visite au Ghana, il n'avait rien à voir au Cameroun. Quand il a appris que la même chose qui va se passer au port de Douala va se passer au port de Kribi, bam, il arrive ici notamment. Au lieu que nous faisions un débat sur... Il a reçu tous les partis politiques. Au lieu que nous faisions un débat sur pourquoi un chef d'État dont on dit qu'il n'aime plus le Cameroun, je vous ai dit que le Cameroun est la destination la plus prisée en Afrique noire aujourd'hui. Je vous le dis. Mais il faudrait que nous, donc vous disiez tout à l'heure que nous avions des expertises. Et les expertises du MLC doivent vous le dire, le Cameroun est la destination la plus prisée, c'est nous les Camerounais, pour des détails inutiles. Des questions de code électoral, questions de représentation à l'Écameroun. C'est des choses qui peuvent faire... Monsieur François Biko, est-ce qu'un investisseur sérieux peut venir au Cameroun? Je croyais que le Drian était venu à la tête des investisseurs. Est-ce qu'un investisseur sérieux peut venir dans ce pays? Je dis, je croyais que ceux qui sont là ne sont pas sérieux. Je croyais que le Drian... François, je termine, François, je croyais que le Drian était venu pour des questions d'investissement. Vous me rassurez que ce n'est pas pour ça. Ce que je voudrais dire, c'est que... Pour sortir. On jette toujours un petit pavé dans la mare. Hollande est venu ici, c'est les Bamileke et les Bassa qui ont plus travaillé pour que le Cameroun soit indépendant. On s'est tous engouffrés dans les plateaux de télévision. Oh, c'est nous les Bassa, oh, c'est nous les Bamileke. Pap! Le 5e est devenu premier au port autonome de Kribi. On ne s'en est pas rendu compte. Il faut faire attention. Les autres ont des think tanks. Ils réfléchissent pour savoir comment nous réfléchissons lorsqu'ils jettent quelque chose dans la mare. Demain, nous allons encore nous plaindre que le président de la République, puisqu'il est là pour 7 ans, c'est lui qui laisse encore signer les accords de coopération. Il faut aider ceux qui gèrent ce pays pour le futur de demain à mieux voir clair, quitte à ce que, même s'ils ne respectent pas la volonté populaire, qu'on ait quand même dit que le franc CFA est un débat, les accords de coopération militaire c'est un débat, les accords de coopération économique c'est un débat, le fait même que les APE se soient installés dans un monde où on doit être ouvert, c'est un débat. Et c'est un débat qui concerne ceux qui gèrent et ceux qui disent qu'ils vont gérer. Merci à François Bikoro. La seconde thématique qui est certainement un pendant du premier, alors que Yves Le Drian n'avait pas encore quitté le Cameroun. L'on a appris à travers un communiqué que le chef de l'État camerounais a instruit le secrétaire général de la suspension de la signature de contrat avec la société suisse pour la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. C'est un coup de tonnerre? Oui, c'est un coup de tonnerre et c'est un grave danger. Un grave danger à deux égards. Le premier égard, si on peut le dire ainsi, tient à ce qui est en jeu ici, c'est la sécurité nationale du Cameroun. Pourquoi je parle de sécurité nationale? Parce qu'on ne peut pas laisser un investisseur ou un opérateur économique avoir un monopole total sur un secteur aussi stratégique que les transports dans un pays. Parce que l'autre compétiteur par rapport à celui qui a été retenu comme devant assurer, c'est ça, qui a été adjugé, il a à la fois notre chemin de fer, il a la route, la logistique, il a déjà le terminal conteneur de Kribi. Et d'ailleurs, la surveillance pour l'attribution du terminal conteneur de Kribi, cela s'est joué comme c'est en train de vouloir se jouer là avec on appelle le Drian. Ça s'est joué avec Macron, lui pas Macron, comment on appelle François Hollande qui est venu. François Hollande est venu et dès le lendemain, les choses se sont mises en place. On est en train pratiquement de revoir la même scène. C'est-à-dire sur le plan de la sécurité nationale, il ne saurait être question qu'un secteur aussi stratégique que le transport soit entre les mains du même opérateur. C'est inadmissible. Première chose. Deuxième chose, et là c'est l'aspect financier. J'anime une société de notation financière. Donc, on évalue le risque de chaque pays.
et nous les servons sur commande aux investisseurs. Et dans le modèle que nous avons, et qui est celui le même que il est proche de celui de Standard & Poor's, celui de Moody's, et puis celui de Fitch, dans la dimension politique de la notation des pays, il y a un critère qui pèse de près de 20%. C'est l'influence dominante que peut avoir une puissance extérieure sur le pays. Lorsque un investisseur qui veut investir au Cameroun se rend compte de ce que non, ce pays-là, c'est la chasse gardée de telle ou telle puissance, qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire imprimer tout, il ne revient pas. Parce qu'il se dit non, en vérité, les gens que j'aurai en face de moi n'ont aucune autonomie de décision. On pourra décider tout ce qu'on veut, mais dès que j'aurai repris l'avion et mobilisé les ressources, j'apprendrai que le pays qui les domine a donné plutôt une injonction ou a proposé une espèce d'investissement lié pour que ce soit eux qui soient adjudicataires de tel ou tel marché. Donc je dis, tant du point de vue de la sécurité nationale que du point de vue de l'attractivité du pays, si aujourd'hui on concède à nouveau le terminal conteneur de Douala à Bolloré, et je vous assure que ce serait une catastrophe. Sans oublier que j'ai demandé à mon fils qui est là, quand je préparais cette émission, je lui ai dit, trouve-moi de la documentation sur ce qui se passe à Douala. Il m'a rapporté ce matin, il est là avec moi, une fiche comparative des différentes caractéristiques des deux offres. Et je note, je prends seulement deux éléments. Quand on prend le total de la redevance de concession qui devra être payée par TIL, oui, par TIL, le nouveau là, il va payer sur 15 ans, il va payer 357 milliards, tandis que DIT, c'est-à-dire Bolloré, ne paiera que 82 milliards. Quand on prend le total des investissements sur 5 ans, on se rend compte que TIL investira pour 150 milliards, 153 milliards, et Bolloré, oui, DIT n'investira que sur 52 milliards. Ça, c'est des chiffres. Ils circulent d'ailleurs. Je n'ai pas le monopole de ces chiffres-là. Et comme on le dit souvent, les chiffres sont les oracles des temps modernes. C'est-à-dire que quand vous voulez savoir la vérité, interrogez les chiffres, ils vous rendront compte la vérité. Et il y a un facteur aggravant. Il y a une quinzaine d'années, on décide d'installer un pipeline pour acheminer le pétrole tchadien à Kribi. C'était l'occasion rêvée pour la régie Fercam d'avoir une affaire qui lui permettait de dégager un cash flow considérable pour qu'il modernise enfin cette voie. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'on a fait? À la dernière minute, on nous a sorti du chapeau Monsieur Bolloré. On lui a attribué cette concession, notre chemin de fer. Il en a tiré tout ce qu'il a voulu. Et puis, nous avions notre voie ferrée là, qui depuis plus d'un siècle, que nos parents ont construite et qui servait à assurer une liaison des voyageurs entre Yaoundé et Douala. Mais M. Bolloré est arrivé. Aujourd'hui, ce service a été suspendu. Et le plus grave, c'est que le long de la voie ferrée, moi j'ai fait le collège à Bakak, donc on y arrivait seulement par le train. Alors il y avait toute une économie sur le long de la voie ferrée. Le fait que M. Bolloré se soit permis de fermer toutes ces gares-là et maintenant ensuite d'avoir complètement annulé le transport voyageur a sur le Cameroun un coût qui serait difficile. Ne serait-ce qu'à cause de ça. Et qu'en plus, il y a eu ce massacre, enfin, j'appelle ça le massacre des Zeka, l'accident des Zeka, les 100 morts qu'il y a eu à Zeka était une raison suffisante pour que cette concession-là soit absolument arrêtée. Alors, maintenant, on se retrouve dans cette situation et vraiment j'espère, le président nous suit souvent, j'espère qu'il nous écoute et qu'il ne cédera pas à la pression, et c'est là que je suis, à la pression que M. Le Drian est venu faire. Parce que la visite de M. Le Drian, il faut bien le faire, nous dit, c'est une manœuvre devant pousser le gouvernement camerounais à céder à ce que, une fois de plus, ce soit le Bolloré qui soit bénéficiaire de cette concession, parce que les rapatriements massifs de bénéfices qu'il fait arrangent les comptes nationaux français au détriment du Cameroun. Alors, Jean-François Chanon, on est quand même un peu surpris qu'un document confidentiel puisse se retrouver dans les réseaux sociaux, et ces documents se mettent à circuler après quelques minutes seulement. Est-ce qu'il y a une volonté manifeste de nuire au groupe Bolloré à travers cette façon de faire, et puis deuxièmement, si on revenait même à la concession, même procédure de concession de ce port à conteneur, est-ce que la procédure a été respectée? Moi, je n'ai pas l'expertise de
du président Bedzigi en économie, etc. Mais j'ai suivi ce dossier quand même en tant que journaliste. Et j'ai mené mon enquête un tout petit peu. On peut ne pas aimer Bolloré, et je crois que c'est justement pour répondre à cette question-là, c'est parce qu'il y a des lobbies dans le système qui parlent exactement un peu comme le président contre Bolloré, comme ça, effectivement, qui ont décidé de tout faire pour nuire à Bolloré, justement. Là, pour dire pas. Que, voilà, il ne faut pas. Non, parce que, attendez, je ne vous ai pas indexé. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai pas l'expertise que vous avez, et je ne peux pas contredire tout ce que vous dites là, comme ça. Parce que la question à se poser ici est de savoir, est-ce que Bolloré a fait le travail qui lui a été demandé pendant qu'il a eu cette concession, je crois en 2005? La réponse est oui. C'est-à-dire que le port autonome de Douala, il faut bien comprendre, c'est lui qui gère tout l'espace aéroportuaire de Douala. Et il vend les espaces, il donne des concessions à des entreprises pour gérer des terminaux. Et qui le donne. Et justement, Bolloré a eu ce terminal-là en 2005. Et quand il a eu ce terminal-là, vous savez que le port de Douala est un port fluvial avec un tirage d'eau, c'est-à-dire qu'il n'a pas, et puis une capacité de stockage qui est assez relative. Mais le premier investissement, et parce qu'on peut ne pas dire aujourd'hui, nous tous, nous sommes frustrés que ce soit une société étrangère qui l'ait fait comme ça. Mais est-ce que, en s'interrogeant justement, est-ce que cette société a fait son travail? Parce que nous ne faisons pas du patriotisme et du nationalisme en se disant qu'on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. La question est que oui. Parce que quand ils ont pris, on l'a demandé, et vous pouvez le savoir, président Bedzigi, des recettes à peu près de 33 milliards. En 14 ans, ils en ont fait plus de 50 milliards. Ils l'ont fait. Ils ont créé un système qui fait en sorte que les recettes sont entrées et ils ont viabilisé même le conteneur en question. Les faits sont là, dit que tout le monde. Ils ont même organisé récemment, quand on en parlait beaucoup, des journées portes ouvertes où les médias ont été associés, d'où nous sommes allés voir. Qu'est-ce que Bolloré fait même là-bas? Qu'est-ce que Bolloré fait là-bas? Parce que ça commençait à aller dans tous les sens, etc. Les gens ont bien vu que, voilà, Bolloré. Mais il restait 4 ans, justement, à atteindre ces objectifs-là. Parce que si on cite en termes j'ai quand même relevé quelque chose, ils ont allé au-delà même des réussites à plus de 150% en 4 ans. Le travail qui leur a été demandé. Ils l'ont fait. Mais les problèmes ont justement commencé à un moment donné où, quand à l'approche de la fin de la concession, les appétits ont commencé à naître. Parce que TIL dont on parle là, il faut bien le savoir, hein, c'est une filiale des amateurs espagnols, italiens. Mais qui est derrière TIL? Ce sont des Camerounais. Et c'est là où entrent en jeu les collaborateurs même du président. Et puis certains hommes, peut-être que vous ne le savez pas, certains hommes d'affaires camerounais qui veulent reprendre l'affaire et qui ont peut-être des économies politiques, qui se disent que, bon, on peut quand même voir le vice-dieu qui peut nous attribuer ces concessions-là et mettre, donc pourquoi Bolloré, un peu comme vous venez de le dire, pourquoi toujours Bolloré? Alors il y a donc un problème qui se pose. Quand ça, Bolloré donc dit que, c'est comme si on se retrouve dans une situation où vous prenez une maison de 50 000. Elle est délabrée. Vous l'arrangez et vous l'arrangez convenablement. Parce que, et quand vous l'arrangez, le bailleur vient vous dire maintenant que non, ma maison là, vraiment, elle est trop belle. Vous devez me payer un salaire rétroactif. Non. Oui, c'est à peu près ce qui s'est passé. Oui, entre autres quoi. Rétroactif 2. Alors, les négociations ont donc commencé parce qu'il y avait une décongestion du port. Les négociations ont donc commencé et à l'époque, souvenez-vous bien, parce que les faits sont historiques, nous avons consigné tout cela dans le messager. Les faits étaient, nous ne sommes pas les grands amis de Bolloré, vous savez très bien les problèmes que le Jaoué a eu avec Bolloré et tout ça. Quand il a eu un procès en France, et tout avait suivi et tout, c'était contre nous. Alors, mais on s'est bien rendu compte que le gouvernement a créé une commission de normalisation. Parce que ce problème se posait. Et qui était le président de cette commission? C'est l'actuel directeur général du port autonome de Douala, qui est venu, Cyril Ngo, que le gouvernement avait envoyé là-bas, pour essayer de dire que, bon, on s'est dit, non, Bolloré avait payé moins cher le ticket
d'entrée, c'était 600 millions, il doit un peu payer un peu plus, il doit rattraper tout cela. Les discussions ont donc commencé et elles ont achoppé sur le fait que on n'arrivait pas à trouver une solution parce que la dette qu'on a demandé à Bolloré de payer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aménagez une maison que vous avez trouvée à 50 000, elle prend donc de une diminution quand vous allez aménager. On vous dit non, vous devez nous payer encore le loyer rétroactif. Parce que la maison est trop belle, elle ne mérite pas d'être là. Professeur Edmond Biloua, comment peut-on donc, après les explications que François... Maintenant, je termine en disant que... On va revenir à vous, François Chanon. On peut ne pas aimer Bolloré, hein. On va revenir à vous, François Chanon. Vous avez terminé. On va revenir à vous. Comment on peut donc comprendre ou alors expliquer que le concessionnaire sortant Bolloré, APM, ne soit pas qualifié après 14 ans? Non. Je pense que l'image qu'a prise Jean-François Chanon, je voudrais la compléter. C'est-à-dire que vous avez une maison, quelqu'un vient louer la maison, aménage la maison, et au terme du contrat, vous demandez à d'autres potentiels clients s'ils peuvent venir prendre la maison. Et il y a donc compétition en la matière. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a compétition en la matière. Ce qu'a proposé la filiale de Bolloré était nettement inférieur à ce qu'a proposé TIL. Vous avez entendu ce qu'a dit Célestin Bézigui. Plus de 350 milliards pour TIL, pour une durée de 15 ans, et 80 milliards pour DIL, Douala International Terminal, Douala International Terminal, qui est la filiale de Bolloré. Et donc, les offres de Bolloré sont nettement inférieures aux offres de TIL. Sur cette base-là, la direction générale du port autonome décide donc de céder la concession à TIL. Bolloré donc saisit le tribunal. L'affaire est au tribunal, l'affaire est en cours. Donc nous devons nous entourer d'un certain nombre de précautions pour en parler. Alors moi j'ai l'impression que c'est que quand le président de la République du Cameroun demande à son ministre d'État, secrétaire général, d'adresser une correspondance au directeur général du port autonome de Douala, lui enjoignant de suspendre la cession de la concession à TIL. Je crois comprendre que il faut attendre que la justice se prononce et la décision de la justice sera importante. Parce que ce qui attire les investisseurs, il faut que les investisseurs soient garantis du fait que le Cameroun est un état de droit. Quand un investisseur vient au Cameroun, il faut qu'il soit sûr que ses intérêts seront défendus. Il faut également que l'investisseur soit sûr que le Cameroun n'est la chasse gardée d'aucun autre état dans le monde. C'est ça qui est très important. Donc, dans l'état actuel des choses, je pense que nous devons attendre. Attendons que la justice camerounaise se prononce. Sur la base de si la justice camerounaise dit on cède la concession à TIL, le port autonome n'aura pas d'autre choix. Si la justice camerounaise dit on donne à la filiale de Bolloré, le port autonome n'aura pas d'autre choix. Mais il y a une autre perspective. Si maintenant le groupe Bolloré propose un peu plus que ce qu'il avait fait au départ, c'est-à-dire au lieu de proposer les 350 milliards de TIL, il propose, c'est un exemple que je donne, il propose 500 milliards. Et en ce moment-là, le port autonome de Douala et le Cameroun seront dans l'obligation de reconsidérer les deux offres. Ce qui est important, c'est que l'intérêt du Cameroun doit être prioritaire. C'est l'intérêt du Cameroun qui doit primer. Pas l'intérêt des individus. Autrement dit, François Bikoro, que gagne le trésor public en maintenant Bolloré au port de Douala ou en l'écartant? Je crois qu'on fait un mauvais procès à une affaire qui est simple. Professeur Biloua, la justice camerounaise n'a aucune compétence pour donner le port à Bolloré ou à TIL. Ne nous écartons pas de sujet. Comment il peut dire ça? C'est à l'issue d'un appel d'offres. Pourquoi Bolloré saisit la justice? Bolloré saisit la justice. C'est là le vrai problème. Bolloré a écrit pourquoi il saisit la justice. Il a dit pour demander réparation? Non. Peut-être que je n'ai pas bien lu. Non.
Vous laissez poursuivre. Allez-y, François. Je crois qu'il faut qu'on refasse un petit historique de ce qui s'est passé. Monsieur Bolloré a la malchance que sa réputation de négrier le suit partout où il va. Fondée. J'ai dit réputation fondée. Monsieur Bolloré a la malchance que chaque fois qu'il a pris quelque chose au Cameroun, on dit qu'il a utilisé une politique française. Monsieur Bolloré a la malchance qu'au moment où, pour une rare fois où on peut lui créditer d'avoir raison au plan de la justice, il colle son affaire à Jean-Yves Le Drian. Mais on peut être foi en y écartant toute récupération politique. Ce sont des supputations. C'est ça que je dis qu'on peut être foi. Bolloré vous a dit qu'il a saisi le gouvernement français. C'est nous qui supputons. Je n'ai jamais parlé du gouvernement français. C'est nous qui supputons. Je suis allé plus loin, je suis très poli en ce qui concerne ceux qui gèrent. Parce que mon paradigme, c'est que je supporte les institutions. Monsieur Bilois. Mais si je vais plus loin, vous serez très surpris. Donc je préfère rester à ce qui se passe au port de Douala. Poursuivez, François. Je vous dis que si on regarde la réputation de Bolloré, depuis 7 ans aujourd'hui, celui qui vous parle n'aime pas Bolloré. Mais ce n'est pas pour autant que lorsque on circonscrit une affaire simple, un monsieur vous dit oui, j'ai fait ceci, on m'a écarté. Nous avons l'habitude de dire que la condescendance de ce que les acteurs politiques camerounais présentent comme ceux qui vont venir régler les problèmes du Cameroun sur un coup de bataille Mali. Pour une fois donc un individu, après avoir utilisé tout ça, se rend à l'évidence qu'il y a un tribunal à Douala. Le tribunal de Douala, il y a 2 phrases dans ça. La première phrase que Bolloré a écrite, c'est qu'on l'a écarté. La deuxième, c'est qu'il demande l'arbitrage de M. Paul Biya. Et M. Paul Biya, légaliste jusqu'au bout des ongles, ne lui a pas donné l'arbitrage. Et a dit qu'on voit clair sur ce qui se passe au niveau du tribunal. Ouais. Voilà. Il ne faut pas écarter l'affaire du port autonome de Douala en la liant à autre chose. Sinon, je vous dis, les Camerounais la vraie marche du Cameroun va commencer demain matin. Ah bon? Oui, parce que ça c'est la vraie marche. Si on dit ce qui se passe, mais je dis sur le plan du droit. Moi je suis panafricaniste, j'aime pas les négriers. Mais quand j'ai bien regardé cette histoire, Bolloré laissait les histoires qu'il est le meilleur, il a fait ceci. Non, le port de Douala appartient à l'État du Cameroun à 100%. Il peut décider un matin de ne plus le donner à Bolloré à l'issue d'une concession. Et rien ne va lui arriver. Mais si Bolloré dit j'aurais pu compétir, comme l'a dit le professeur Dinoua tout à l'heure, en ajoutant 55 milliards ou je ne sais pas quoi devant. Mais le problème de Bolloré, c'est 2 choses. Il a demandé l'arbitrage du chef de l'État et il a demandé pourquoi on l'a écarté du processus qui a été mis en place. Parce que c'est un truc gré à gré. Je ne sais pas si c'est gré à gré. J'ai entendu qu'il y a eu un appel d'offres, quelqu'un a eu ceci. Ok. 2 conséquences. Tu ne dis pas. 2 conséquences. Sortez par là. Je sors par là. 2 conséquences. Vous sortez par là. Vous sortez par là, s'il vous plaît. 2 conséquences découlent de cette histoire. Nous faisons beaucoup de débats à la radio et à la télé en positionnant les responsables. Ça peut influencer le verdict. Et nous sommes dans un pays où le verdict a des petits problèmes d'être compris. Donc laissons le tribunal administratif de Douala faire sereinement son travail. On ne lui a pas demandé de mettre Bolloré dans ses mains. Mais on dit, il paraît qu'il y a une ordonnance qui a dit de suspendre. Et je termine par là. Le propriétaire, il paraît que c'est l'État du Cameroun. Première lettre du président de la République. Accélérer la démarche pour qu'il prenne ses affaires. Demander à Bolloré de payer les arriérés de 24 milliards. La deuxième lettre. Je viens d'être au courant qu'il y a une situation pendante en justice. Je vous demande de suspendre toute procédure pour permettre sereinement à la justice de faire son travail. Alors, mais, s'il te plaît, c'est important. L'ambiance politico-sociale de notre pays a amené les gens à faire croire ou à croire que M. Biya, sur une injonction du président François, je ne sais pas quoi, a décidé de remettre le port autonome de Douala à Bolloré. C'est impossible. C'est une supputation. C'est une supputation qui n'a pas sa valeur. Permettant à la justice de faire sereinement son travail. Ce qui n'enlève en rien
au fait que Bolloré a ses habitudes partout où il passe, mais pour le cas-ci, nous sommes liés parce qu'il s'agit d'une affaire de respect des juridictions camerounaises qu'on n'a pas l'habitude de respecter. Pour une fois que quelqu'un dit que nous allons en justice, demande à la première personnalité du pays de le faire. Si nous respectons nos institutions de la République, je suis de ceux qui pensent que malgré le fait qu'un document dit confidentiel du chef de l'État se retrouve dans les réseaux sociaux, je peux m'interroger sur la volonté, comme l'a dit Shannon tout à l'heure, des uns et les autres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de faire avancer le débat. Dans l'ordre, peut-être qui... Moi, je le dirais, parce que c'est quand même curieux par rapport à ça. Oui, bon, ce que je veux noter, c'est que la question Bolloré nous agace parce que vous voyez jusqu'où on est arrivé dans ce pays, le Cameroun. On débat des personnes respectables, des leaders de formation politique, des journalistes reconnus, des activateurs débattent sur la question des affaires d'un opérateur, d'un businessman, pour utiliser un thème plus simple. Ce que je vais simplement relever, c'est que... Peut-être qu'il faut préciser à M. Amamanga que cette émission est une émission de presse d'abord. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il parle de l'actualité. Et c'est à ce titre-là qu'on nous invite ici. C'est-à-dire que si cette actualité n'existait pas, on n'en aurait pas parlé. Absolument. Parce que quand vous regrettez les grands journalistes, moi je ne sais pas, il n'y a pas ce que vous mettez dans grands journalistes. C'est ma reconnaissance. C'est ma reconnaissance, effectivement. Lorsque je le dis, je suis navré du fait que il existe encore des Camerounais qui pensent que le français peut, ou bien l'américain ou le chinois peut développer le Cameroun. Je suis désolé. On ne peut pas aimer l'étranger plus que soi-même. Ce sont des opérateurs économiques. Ils sont dans une logique saine. La quête financière s'enrichit et parfois à tous les prix. Ça veut dire que M. Bolloré dans son rôle, s'il trouve un pays en putréfaction, un pays de mafia, un pays où vous avez des commerçants politiques qui utilisent leur posture administrative et pour brader le pays, M. Bolloré va se régaler. La question ici, c'est d'interroger les décideurs sur les degrés de patriotisme. Je ne veux pas être un avocat de Bolloré ou un sniper de Bolloré. Ils en existent, ils sont suffisamment nombreux. Les snipers ou les avocats de Bolloré. Mais vous êtes sniper des décideurs. Je suis sniper de ceux qui concèdent à outrance des domaines de souveraineté comme le port ou les rails aux étrangers. C'est ça la question fondamentale. Donc, nous devons saisir la question qui se pose sur Bolloré pour faire du patriotisme économique. Et c'est la position du MSC. Sur un certain nombre de grandes questions liées à des secteurs de souveraineté, l'État doit lui-même faire ce que c'est des locaux, parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu stratégique et sécuritaire. Lorsque vous concédez des parts de souveraineté aux étrangers, il y a un enjeu stratégique et sécuritaire. Donc nous pensons, nous au sein du... Est-ce que le monde marche encore comme ça aujourd'hui? J'ai l'impression. Donc je pose juste une question parce que allez-y. Oui, lorsque je le dis... Vous avez raison de juger la pertinence ou non. Je n'ai pas... Est-ce que le monde dans les affaires aujourd'hui, je voulais vérifier? Oui, je parle des secteurs de souveraineté. C'est comme si c'est le Front National. Sinon, Monsieur Shannon, je parle des secteurs de souveraineté. Ce n'est pas normal qu'on concède l'énergie électrique aux étrangers, le fer, le chemin de fer aux étrangers, l'eau, et c'est pas normal. Donc nous pensons que
les Camerounais sont capables eux-mêmes de gérer ce pays. Et l'État ou bien ceux qui sont en capacité de gouverner doivent tout faire pour que tous ces secteurs clés de souveraineté soient contrôlés par des locaux. C'est la position. Deux dernières réactions sur cette question d'abord avec vous. Vigilance à nos gouvernants. Absolument. D'autant plus que le grand jeu qui se joue, ce n'est pas une affaire économique. C'est un problème politique sérieux. Il faut regarder les comptes nationaux du Cameroun pour identifier l'importance des besoins d'argent que nous avons. Et parmi les sources d'argent que nous avons, qui sont à notre portée, c'est l'exploitation des infrastructures comme un port. Mais quand il faut que l'exploitation de ces grandes infrastructures dégage du bénéfice et que 90% de ces bénéfices soient expatriés et aillent soulager les comptes nationaux d'un pays comme la France, qu'on sait être déficitaire depuis toujours, on ne peut ne pas s'élever en disant non, nous les politiques, ça ne doit pas continuer comme ça. D'une part. D'autre part, il y a un problème réel de gouvernance économique dans notre pays. Il faudrait qu'un jour on finisse par le reconnaître et puis par l'adresser au sens anglo-saxon du terme. Parce que nous ne pouvons pas vraiment continuer cette manière-là de favoriser des intérêts extérieurs alors même que le pays... vous savez, le Cameroun, vraiment, je m'en voudrais. Je m'en voudrais, je ne peux pas le dire, autant que je prie les gens de ne pas poser cela comme étant une manière d'abaisser notre pays. Si le Cameroun devait payer toutes les créances dues, la dette publique, la dette privée, aux dates dues, il ne pourrait pas. Ça veut dire tout simplement que our state is broke. C'est-à-dire aujourd'hui, le Cameroun est broke au sens américain, c'est-à-dire sur le plan financier international, the country has default. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Alors, le Cameroun en banque de route, c'est-à-dire quand on regarde tout simplement les montants dus et les dates d'échéance honorées ou non honorées, que ce soit la dette intérieure et la dette extérieure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'impasse sur la dette intérieure, mais on essaie d'honorer nos échéances et les dettes extérieures. Mais ceci étant, c'est tous ces jeunes hommes d'affaires-là qui se sont engagés dans tout ce qui a marché public. C'est ça le problème. Alors c'est vraiment un problème sérieux. Non seulement, nous parlons ici, nous n'avons aucune sympathie particulière pour Bolloré, encore moins une adversion particulière, mais nous parlons ici en tant qu'un patriote qui dit attention, il ne faut pas que ce pays se crue. Et les décisions qui doivent être prises aujourd'hui ne doivent pas privilégier la prochaine élection, mais elles doivent plutôt privilégier la prochaine génération. Parce que la grosse combine, et ce qui est plus grave, et j'aurais chuté, c'est que quand on regarde de près, on se rend compte qu'un truc comme le port de Kribi, que Bolloré a eu en concession avec China à bord, et c'est les Chinois qui nous prêtent l'argent. Nous, on finit en dette, on finit de faire notre port. On peut appeler n'importe lequel de nos ingénieurs. Je pense Siaka par exemple. Je donne un exemple. On dit à Siaka, gérez-nous ce port-là. Vous pouvez être sûr, ça sera fait. Mais voilà quelqu'un, nous on a dépensé 500 milliards, il vient là, c'est là qu'il vient, il s'installe sur la table, il se met un mouchoir blanc sur le cou, il dit que il va gérer. C'est quoi, c'est un port? J'ai commencé ma carrière à l'office des ports du Cameroun. Un port, ce n'est rien du tout. C'est un vaisseau qui arrive, il a des bagages ou des trucs qu'on prend, on décharge, on met sur le quai, et puis ça va à destination. Ce n'est pas du tout une industrie nucléaire, il faut des savants pour gérer ça. Qu'est-ce qui explique que nous finissions de mettre autant d'argent dans une infrastructure comme celle-là, et à la fin, on s'en va chercher quelqu'un qui lui va venir seulement pour en tirer le jus. Alors, il faut que ceux qui ont la décision, parce que nous connaissons bien notre justice. Oui, nous connaissons notre justice. Alors, ça ne doit pas seulement, il ne faut pas penser que c'est une affaire seulement de justice, mais c'est également une affaire politique. Alors, un sursis pour Bolloré au port de Douala? Non, moi je pense que Bolloré n'a même pas à se plaindre parce que le mot du chef de l'État lui est favorable, en ce sens qu'on va réouvrir certainement une compétition beaucoup plus, comme le disait, pour peut-être que ce sera bien, mais il faut quand même le dire. C'est le port autonome de Douala appartient au Cameroun. 100%. Et 100%. Et la concession, il y a plusieurs terminaux, je crois il y en a 4 ou 5. Et c'est ça, il y a des Camerounais qui sont dans ces terminaux-là. Attendez, j'ai dit, c'est ça que je dis, il y a des Camerounais dans d'autres terminaux qui sont là. Et il faut dire, moi je dis, l'avantage que j'ai
c'est que j'ai pris part à la visite guidée. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que Bolloré fait même là? Il faut aller voir, vous pouvez aller voir. C'est-à-dire que c'est un moyen pour gérer, il faut des moyens pour gérer, ce n'est pas une épicerie. Il faut des moyens pour gérer un terminal à conteneurs. Et vous voyez le nombre de portiques que Bolloré a apporté. Quel est l'entrepreneur camerounais qui aurait pu avoir ça si l'État ne lui donne pas les moyens? Hein? Et c'est une compétition qui a été ouverte et ne reconnaît, parce que je voulais répondre un peu à maman. Le pays aujourd'hui, quand vous entendez par exemple que l'Algérie a organisé un forum économique avec d'autres pays africains, c'est parce que les pays ne se développent pas eux-mêmes, ils s'ouvrent. Si on est capable d'aller, quand le MSC sera au pouvoir, ben je le souhaite, est-ce que vous allez dire qu'on ne prend pas l'argent de la FMI? Vous allez dire qu'on ne prend pas l'argent de la Banque mondiale? Est-ce que vous allez dire que non? Parce que les pays s'ouvrent. Et dans ce cas précis, attends, je termine. Dans ce cas précis, le port a été aménagé. Le terminal de conteneurs a été aménagé. On l'a trouvé dans un état précis. Celui qui l'a pris l'a aménagé. Il a peut-être pris moins cher. Il dit, ok, d'accord. Si vous voulez, il y a eu des négociations avec le directeur général actuel. Quand il a pris lui-même avait d'ailleurs précisé qu'on valorise. Qu'on fasse des négociations. Mais le problème, oui, je chute en disant que le problème qui s'est posé, c'est parce qu'il y a derrière des nationaux qui se sont positionnés et qui disent que on va te retirer cela. Et c'est cela que le gars a demandé l'arbitrage de la justice. Il faut que la justice joue. Mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Je ne voudrais pas partir sur ce plateau en donnant l'illusion que le DG du port, qui n'est qu'un employé du président de la République de l'État camerounais, il a eu 2 lettres. La première lui dit d'accélérer, il a accéléré. La deuxième lui demande d'arrêter, qu'il arrête et qu'il attende la décision de la justice. Deuxième chose, M. Paul Biya n'a pas donné le port autonome de Douala à Bolloré. Il a demandé que s'il y a un contentieux en justice, il faudrait qu'on le fasse. Moi aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Laissez des considérations qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Qui a fait des considérations? Bolloré, qui a fait des considérations, monsieur? Chanon, c'est difficile. Non, mais tel que vous me reprenez, vous tenez absolument à vous expliquer. C'est qu'on donne des faits, simplement. Qu'on établit des responsabilités sur des choses qu'on ne peut pas vérifier. À la présidence de la République, on ne sait pas qui est derrière, qui est tel. Ce qu'on retient, c'est la prise en considération d'un acte de souveraineté du chef de l'État qui a dit au premier temps, revoyez l'affaire-ci. Au deuxième temps, il dit, il y a une affaire en justice, de grâce, suspendez tout. Il faut maintenant laisser la justice aller au bout de son travail. C'est ce qu'on dit tous. C'est ce qu'on dit tous. Monsieur Bikoro, c'est ce qu'on dit tous. Ne criez pas. Ne criez pas. S'il vous plaît, ne criez pas. Pourquoi ne direz pas ça? S'il vous plaît, c'est terminé. On est des journalistes, pourquoi ne direz pas ça? François Chanon, s'il vous plaît, c'est terminé. Pourquoi ne direz pas que tel est derrière, tel est derrière? Merci d'être venu sur ce plateau. Il faut mettre à la disposition du peuple camerounais la bonne information. Que tel est derrière, tel est derrière. Edmond Billois, merci à vous, Arnaud Manga. La diffusion de ce programme, ce sera ce soir à 23h et puis demain à 23h. Merci d'avoir regardé. D'ici à là, gardez le sourire. Bien le bonjour.